Vous êtes restés, c'est fabuleux. Alors, dans quelques minutes, notre deuxième temps fort autour de, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, de l'innovation managériale. Mais juste avant, encore des travaux pratiques avec Sif Ouraba, qui est directeur de la communication de la MGEN. Sif, vous allez nous présenter, et en images, alors c'est tout chaud également, une action intéressante. On a pas mal parlé de décloisonnement en première partie. Lui, il a des clients, il a également des adhérents. Et bien, tous ensemble, ils peuvent faire des trucs géniaux. Des adhérents, effectivement. La MGEN protège près de 3 700 000 personnes en France. Et elle a beaucoup d'adhérents qui sont accompagnés dans leurs problématiques de santé. Et puis, elle a aussi des salariés, 9 500. Alors, ce qui nous a paru important, c'était de promouvoir l'activité physique à la fois auprès des adhérents et à la fois auprès des salariés dans une séquence qu'on va vous montrer tout de suite. Voilà, quand les différentes parties prenantes de l'entreprise se mélangent pour vivre une aventure sportive ensemble. Regardez. Le 5 décembre 2012, les mutualistes de la MGEN se pressaient au Matmut Stadium de Vénissieux. À l'intérieur, c'est parti, de l'autre côté. C'est parti pour une après-midi d'initiation à différentes activités physiques et sportives, comme ce cours de cardio. Et derrière, talons-fesses. Pas forcément évident à suivre. Avec vous. En fait, je démarre vraiment tout doucement. En fait, j'apprends vraiment les pas de base au départ. Et ensuite, je les fais évoluer pour que ce soit un peu plus dansé, un peu plus cardio et du coup un peu plus ludique. Puis à la fin, tout le monde suit. Enfin voilà, elles ont toute la banane et c'est ce qui compte. Et c'est effectivement dans la bonne humeur que 350 adhérentes et adhérents avaient répondu présent à l'invitation de la MGEN pour cette journée intitulée « La santé version active ». Du sport, mais aussi des ateliers nutrition ou encore des parcours pour tester sa forme physique. Vous allez faire de la marche sur place pendant 2 minutes. L'idée, c'est de mesurer votre endurance à la marche. Pas plus loin, et n'oubliez pas de souffler, c'est important. Donc bien les jambes tendues, et quand vous êtes prête, les jambes, les pointes. Les résultats de ces épreuves d'endurance ou encore de souplesse vont être passés à la moulinette. Avec votre petit papier, je vous le rends, ils vont saisir sur l'informatique vos résultats, et puis après ils vont vous donner des conseils, et vous allez pouvoir vous évaluer par rapport à des gens de même classe d'âge que vous. En termes de préconisation, après, c'est un outil qui permet de vous dire un petit peu les aspects qu'il faut un petit peu travailler ou renforcer. Donc là, on voit que vous avez une très forte souplesse des épaules et du dos et des jambes. Et s'il y avait des choses à renforcer musculairement, ça serait plus à faire des exercices de type renforcement musculaire et cardio et renforcement musculaire. Ce bilan va aider cette enseignante à reprendre une activité sportive adéquate. J'ai toujours fait beaucoup de sport et là, c'est les derniers temps un petit peu moins, donc je voulais reprendre et c'est toujours intéressant de pouvoir avoir un diagnostic un peu personnalisé aussi sur ses capacités. Qu'on soit sportif ou pas, bouger son corps, c'est indispensable pour Stéphane Diagana. Il a participé à l'événement aux côtés de la MGEN et intervient après les ateliers pour une conférence. En tant que sportif, bien sûr, la vie, c'est pour moi le mouvement. Je l'ai construite pendant des années autour du mouvement. C'est quelque chose d'évident, mais pour moi, mais qui ne l'est pas pour tout le monde. Et ça va être le thème central de mon intervention. Passons à une vie active, mais pas celle que l'on entend. Car aujourd'hui, la vie au travail est en fait une vie d'inactivité physique qui a des conséquences néfastes sur la santé. Le temps passé au travail est de plus en plus sédentaire, les loisirs deviennent de plus en plus sédentaires. Donc le sport est un vrai support d'activité physique. Donc il ne s'agit pas de militer pour le sport compétition, le sport performance, mais le sport en termes de loisirs, de jeux, de divertissement pour augmenter son niveau d'activité physique. Voilà. Et bien sûr inclure dès que l'on peut dans tous les temps de la vie de l'activité physique. Voilà, il y a aujourd'hui des vraies solutions sportives qui restent à créer, en tout cas sport ou activité physique bien sûr. C'est intéressant d'avoir en même temps ici des adhérents de la MGEN qui vont être là, des salariés aussi parce que la question de la santé au travail est un vrai problème. Car après les mutualistes, les salariés des sections, centres de traitement et centres d'appel de la région lyonnaise étaient également conviés à l'événement une fois les adhérents partis.
pour eux aussi des initiations à différents sports. Les ateliers et la démarche sont appréciés. Je pense que c'est bien. C'est vrai que la MGEN essaye d'être acteur de prévention santé. Ça passe par le sport. Voilà, elle essaye le plus possible d'attirer du monde. Et je pense que ce genre de manifestation, quand on voit aujourd'hui l'organisation qu'elle y a mis, je pense que c'est très intéressant et c'est important. Avec un petit bonus après leur journée de travail, des massages. L'occasion pour les kinésithérapeutes de sensibiliser les salariés à leur posture. C'est vrai qu'on est assis toute la journée, donc le fait de pouvoir bouger, de pouvoir se dépenser, ça nous aide à tout oublier le reste et à repartir de plus belle après. La conférence est lancée par Thierry Baudet. Ce sera juste un petit mot, c'est pour vous remercier d'être là. Je suis très content qu'on ait organisé cette journée. Je veux remercier tous ceux qui ont rendu la journée possible, les services du siège, la direction de la communication, les responsables de toutes nos structures à Lyon. Puis voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Vous savez, on est une mutuelle santé. Alors moi, je suis un président très intéressé. J'ai envie finalement d'être entouré d'une Dream Team. La Dream Team, c'est vous, des salariés au meilleur de leur forme, en bonne santé, avec plein d'envie. Eh bien, ça fera beaucoup de nouveaux mutualistes, des assurés sociaux heureux et des patients formidablement pris en charge dans nos établissements. Voilà une action concrète, pragmatique. On peut faire des fiches d'ailleurs sur ce type d'action parce qu'elles sont certainement à échanger et à dupliquer. Alors, une journée comme celle-là, c'est un coup et plus rien, ou il s'est passé d'autres choses derrière? Non, pas du tout. D'abord, c'est l'envie de reproduire cette journée. Nous avons des implantations partout, des adhérents partout. Donc, on va réitérer le projet. Et puis, depuis cette opération, parce qu'on est persuadé que la santé, que le sport, c'est le moteur essentiel de la santé, d'abord, on a répondu à l'invitation de Denis pour être partenaire majeur de Santé Vous Sport. Donc là, pour la deuxième année. Nous avons créé, vous l'avez dans vos documents, un petit clin d'œil, le Sporticament, puisqu'il s'agit de promouvoir l'activité physique comme alternative parfois aux médicaments. Nous avons également réalisé très récemment, elle vient d'ouvrir, une salle d'activité physique et sportive, plutôt d'activité physique santé, au siège de la MGEN. Il y a 580 salariés. On a une salle extrêmement moderne avec des équipements de premier plan. C'est une salle qu'on a réalisée avec nos partenaires de Clinique Prosport qui ont créé un concept qui s'appelle Mon Stade et on a reproduit un mini Mon Stade au sein de la MGEN. Alors notre projet, c'est vraiment une salle sport santé et la réussite ce sera quand les salariés qui ne fréquentent pas de salle de sport du tout, qui sont peut-être en surpoids, qui ont peut-être une difficulté à reprendre l'activité physique, pourront venir. Ça sera encadré par des animateurs sportifs et puis on prolonge ça avec beaucoup d'engagement autour de l'activité physique et un des éléments majeurs, c'est le nouveau partenariat qu'on vient de signer avec Martin Fourcade comme porte-drapeau de la MGEN. Merci beaucoup, bonne chance. Merci. Pour toutes les actions. Merci à vous. Merci. Ouais. Sylvain, il est là? Tu peux venir 2 minutes? Alors, vous allez l'applaudir tout de suite, lui. Toujours 7 prix. Merci. Je vous parlais tout à monde. l'heure de ce thème musical qui commence à chanter là, à nos oreilles, que l'on entend depuis le début de cette rencontre. Et ce thème musical, c'est le fruit d'une belle rencontre justement entre tout à fait. Et Denis, il y a combien de temps? Ça fait quelques mois maintenant que je connais Denis, ses collaborateurs, les membres du CNOSF. Et alors Sylvain,
il déborde d'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est un sujet important aussi, bien évidemment, hein, pour réussir ses aventures sportives. Et il a dit banco, parce qu'il est musicien, oui. Banco pour signer l'hymne officiel de Sentez-vous Sport. Voilà, tout à fait. Donc, Denis m'a parlé de son projet Sentez-vous Sport. J'ai tout de suite adhéré à cet esprit des valeurs, de mettre toutes ces personnes au sport par tous les mouvements, que ce soit l'école, les entreprises, mobiliser la France entière en fait. Et donc ma musique, si je peux y contribuer, bah voilà, j'en suis absolument ravi. Alors s'il a des gants blancs, c'est pas parce qu'il sort de son service à la Brasserie de la Paix. C'est pour une surprise. Voilà, c'est pour une surprise dans quelques instants. Et merci d'être là parce que ce soir, voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà, à la Madeleine. Voilà, vous m'excuserez, je partirai comme un voleur juste après parce que je répète dans la foulée dans l'église de la Madeleine, donc un concert gratuit à 19h. Donc si parmi vous, le cœur vous en dit, venez. C'est pour célébrer les 50 ans de l'amitié franco-chinoise. Donc je joue avec un ami chinois, Gauguin, et mon instrument que vous allez découvrir tout de suite. Eh bien, on ne va rien dire de cet instrument. Eh ben voilà, on va le découvrir voilà, et on merci à sait vous. faire. Vous applaudissez Sylvain Béziat. Tony, vous voulez essayer? Allez, venez, venez. Mais je connais pas la musique. Tony Parker. Voilà. Ça, tu vas rester là. Allez. Ils vont emmener son président aussi. Ça, c'était pas prévu. Hein. Ah non, non, non. C'est bien aussi l'imprévu, non? C'est sans danger. Personne ne te voit. Je savais pas, je te jure que je savais pas. Ils ont monté sans moi. Allez. Allez, guide-le, Sylvain. Ah bah oui. Tony Parker et sa harpe laser pour vos communions, mariages, soirées anniversaires.
Son agent est avec lui. Vous l'applaudissez encore bien fort. Et merci, hein, Sylvain. Merci. C'est marrant, hein? C'est marrant. Ah oui, c'est fort. Non, c'est du vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain. Voilà l'hymne officiel de Sentez-vous Sport. Ça va vous suivre, puisque la déferlante arrive. Pour notre deuxième rendez-vous, Maryse Juranville avec Charles-Henri Besser-Desor, Jérôme Introvigne, Jean-Pierre Dolly et Christophe Deloche qui vont me rejoindre. Bienvenue, installez-vous. Est-ce que le sport, bon, la question posée comme ça, on va tout de suite dire oui, hein, est un levier de l'innovation managériale? Et on va voir comment. On va voir aussi le champ des possibles. On va voir la prise de risque, l'audace que l'entreprise doit avoir pour aller sur ces terrains du management à défricher. Deux questions tout de suite à Christophe Deloche, entraîneur du relais ski de fond et médaillé, comme on le sait tous, à Sochi. Belle aventure et belle histoire. Le thème de Sentez-vous Sport cette année, c'est réussir ensemble. Le réussir ensemble dans votre équipe, comment vous avez innové pour y parvenir? Alors une équipe, hein, j'ai noté, c'est 7 techniciens, 3 coachs, 2 kinés, un médecin, les sportifs bien sûr. Il y a une véritable équipe. Comment on fait le réussir ensemble? Je crois que c'est des recettes simples. C'est vrai qu'on a un sport plutôt individuel au départ, puisqu'on va dire que 95% de nos courses se font par course individuelle, et puis on a 2 ou 3 épreuves par équipe dans chaque grand championnat. Et donc à Sochi, l'objectif c'était le relais. Donc il y a une partie, ça part de loin hein, évidemment, puisqu'on part, la préparation part du mois de mai jusqu'au mois de février où les Jeux se disputent. Donc c'est d'abord une préparation individuelle. Il faut que chaque athlète arrive déjà en meilleur de sa forme, parce qu'on est dans des sports d'endurance où on fait beaucoup d'heures d'entraînement, et c'est la première chose. Et puis ensemble, ensuite, il faut essayer d'avoir un projet commun. C'est réussir tous ensemble le jour J. Donc ça, c'est vrai qu'on le travaille en amont, on essaye de monter crescendo au fil de la saison. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de parler des Jeux tous les jours au mois de mai, et puis de faire les Jeux avant les Jeux. Donc voilà, c'est des réunions, c'est beaucoup de discussions. C'est essayer justement de créer du lien entre les athlètes pour que chacun puisse avoir un rôle important dans l'équipe, et puis aussi créer du lien avec tout le staff. Donc on a une partie préparation de ski qui est hyper importante dans nos sports. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez des mauvais skis, vous ne pouvez pas faire de performance. Donc il faut à la fois qu'il y ait des discussions entre techniciens, les discussions entre athlètes et techniciens, les discussions entre entraîneurs, entraînés évidemment, mais aussi une relation entre athlètes. Et bien souvent, même si on vit 180 jours par an ensemble, finalement, il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits. Non-dits. Et je pense que si on veut réussir ensemble, si on veut avoir un projet commun, il faut justement arriver à trouver des moments de discussion qui permettent de se dire les choses de manière correcte et puis d'avancer. Quelle précision hein, que la mission du manager que vous êtes. Et là encore, j'entends faire travailler les gens ensemble, travailler sur l'individualité, le collectif. Une deuxième question, après on décryptera tout ça bien sûr. Hein. Une deuxième question, c'est dans une équipe, à qui, et quand on gagne, comme vous avez gagné, à qui appartient la performance ? Alors, je crois que la performance, elle appartient avant tout aux athlètes en premier lieu. Mais je pense que ça serait dommage si la discipline entière n'était pas concernée. Donc elle appartient à mon sens avant tout aux athlètes, et ensuite à la fédération, au club, au comité, à évidemment toutes les personnes qui ont pu travailler de près ou de loin à la médaille. Et si on veut qu'une discipline sportive s'épanouisse dans un pays, je pense que c'est hyper important à un moment donné que cette médaille soit partagée. Donc elle appartient à beaucoup de monde. Alors on reviendra tout à l'heure sur vos trucs innovants, hein, on parle d'innovation managériale sur ce que vous pratiquez, mais on va un peu poser le sujet avec Charles-Henri Besser-Desor qui travaille beaucoup sur ce sujet du management, de l'innovation managériale, et vous animez une chaire autour de ces sujets. Alors, expliquez-nous,
dans le cadre de vos observations, des stratégies, des pratiques managériales, et j'aimerais aussi tout de suite que vous nous confirmiez que ça ne concerne pas que le groupe BPCE, mais aussi la PME et la TPE. Quel constat vous faites? Quelle différence vous voyez? Quels sont les enjeux que vous sentez poindre derrière tout ça? Et est-ce que ça bouge? Bien, merci de me donner la parole. En fait, on se tutoyait hein, pour la preuve. Alors je continue le tutoiement. J'ai été à sa place l'année dernière, j'ai tenu 3h20 sur scène. C'est comme vous voulez. Donc ici, donc je veux dire, c'était une performance. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, d'abord pour dire Lionel, je crois qui est là-bas, Lionel, on a un point en commun, j'ai été le directeur de l'école où il enseigne il y a 20 ans, je ne sais pas si tu le sais. Il y a plus de 20 ans, j'ai été le directeur de cette école à Marseille. Hein. Alors maintenant, je suis un peu vieux. C'est vrai que je suis redevenu prof. Alors moi, j'ai envie de dire, c'est compliqué de parler du management demain. Moi, j'ai aucune prétention. Ce serait prétentieux de dire, voilà ce qu'on peut dire en 7 ou 8 minutes. Alors quand même, il y a quand même quelques idées. La première, moi, je trouve qu'il y a la question des valeurs qui reste toujours cruciale. Tout à l'heure, Françoise parlait de valeurs de persévérance et de ténacité. Moi, je pense que par le sport, il y a des valeurs qui sont professées par l'entreprise. La vraie question, c'est dans le tweet là, que j'ai envoyé, le tweet sur Route Bézieux, c'était moi. Hein. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as repris. Hein, ce qui est intéressant, c'est que quand un dirigeant pose la question du sport, de la pratique du sport, est-ce qu'il la pratique lui-même? Hein, donc c'est une vraie question et comme on le disait dans la précédente table ronde, il y a un vrai enjeu que ces valeurs soient traduites au quotidien parce que sinon, ce que disait Lionel est parfaitement juste, il y a un problème de réputation. Si on ne dit pas plutôt on ne fait pas ce qu'on dit, et on a un vrai souci. Ça c'est la première idée. La deuxième idée, moi je trouve que nos entreprises, et c'est vrai avec cette révolution digitale, on assiste véritablement, je pense, à une véritable déhiérarchisation hein, et on assistera de plus en plus à ce que j'appelle des structures et des comportements. Et même Muriel, la DG de Caposte, disait qu'on parlait de décloisonnement. C'est vrai qu'on est dans une culture latine qui cloisonne. Tu le disais par rapport à l'enjeu du sport dans les universités. Moi-même qui ai passé quelques temps à UCLA, je voyais cette importance du sport quand je faisais ce doctorat et on était toujours contraint quelque part, on était engagé dans des activités sportives. Hein. Donc en fait, tu as parfaitement raison, on est cloisonné, on va se retrouver avec des entreprises qui vont nécessairement se décloisonner. Je pense que les jeunes de la génération Y et maintenant la génération Z qui nous arrive va nous amener à changer. Et puis alors, ce que va nous dire Jérôme, c'est vrai que l'exemple de Poult, c'est une entreprise moyenne. Alors c'est vrai qu'on a critiqué tout à l'heure le fait qu'il n'y avait que des grandes entreprises. Excuse-moi Maryse, mais vous avez dans les PME des exemples extraordinaires. C'est vrai que je ne veux pas les citer, mais Poult, on l'a primé il y a 2 ans pour le prix du management et les espoirs du management. Et c'est pas par flagornerie, c'est pas parce qu'ils font des choses très intéressantes. Et puis il y a quelques jours, j'étais avec mon ami Maurice Thévenet, qui est professeur à l'ESSEC et au CNAM. On a été visiter une entreprise dont vous mangez quelquefois les sandwichs, qui s'appelle Sodebo. Sodebo, on était quand même scotché par le fait que c'est 3 femmes, 3 sœurs qui dirigent cette entreprise et qui essayent de développer dans cette entreprise qui est de grande main-d'œuvre l'empowerment. L'empowerment, la traduction n'existe pas en français. C'est intéressant. Le mot empowerment n'est pas traduisible en français. Il n'y a que les Québécois qui ont trouvé le mot empouvoirment. Je veux dire, on est incapable de traduire réellement cette... Donc en fait, on se retrouve avec cet enjeu. Un troisième enjeu, je trouve, dans nos entreprises, ça va être de plus en plus cette question du respect des personnes et de leurs différences. Ce matin, j'étais avec un groupe de DRH marocains là, qui sont dans la salle, chez Casino. Ce qui est frappant, Casino, sur le logo, c'est nourrir un monde de diversité. On peut rigoler de ce mot, mais c'est une entreprise qui quand même met les choses en pratique. Par exemple, je prends un exemple, nous avons plus de 12,93% d'handicapés en France, dans les structures en France. Vous savez quelle est la loi? C'est 6%. Donc si vous voulez, moi je trouve que cet enjeu de nos entreprises, je dis le mot respect plus que de reconnaissance, et effectivement le mot reconnaissance est important. Je vais proposer une autre idée que j'ai adoré dans un livre qui vient de sortir. Alors j'ai repris son titre, hein, et c'est le DGRH d'Orange qui parle de retrouver le temps pertinent. Je trouve que vraiment là on a une question
crucial qui est cette question du temps. Et on a dans nos entreprises le souci de maîtriser cette fameuse révolution digitale qui a eu un très bon effet, c'est-à-dire qu'on a ouvert beaucoup les esprits, on a accès à tout. Le problème, c'est qu'on a accès à tout, n'importe où et n'importe quand. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver ce temps. Et ce que dit Mettling dans ce bouquin, je trouve, c'est à la fois lumineux. Et quand vous lisez la préface du patron, je pense que c'est une entreprise qui essaye de trouver des solutions dans des contextes dont on sait qu'ils sont difficiles. Encore 2 idées très courtes. Moi, je trouve que nos entreprises, il y a un mot qui est quasiment absent de nos entreprises, spécialement en France, c'est le mot coopération. Hein, c'est le mot coopération et je dirais même solidarité. Or, ce que nous allons avoir dans nos entreprises, c'est un enjeu pour des équipes qui ne coopèrent jamais, y compris chez nous, hein, je n'ai pas besoin d'aller très loin, qui ne coopèrent jamais, c'est de trouver ce sens de la coopération, c'est-à-dire du vivre ensemble. Et là, le sport, par exemple, si je prends le levier du sport, c'est un levier évidemment formidable. Et le dernier, parce que je trouve qu'il est important, on l'a déjà abordé dans la première table ronde, on l'avait abordé l'année dernière, je pense que l'enjeu, et je suis personnellement et intimement touché, c'est la santé et le bien-être des travailleurs. Je pense que, si vous voulez, ce qu'on dit aujourd'hui dans nos entreprises, c'est que le capital humain, évidemment, est déterminant. Pour moi, je suis un prof de RH dans une école qui vend surtout de la finance et de la stratégie. C'est un tout petit peu compliqué, mais ce qui est déterminant, à mon sens, c'est que nous avons à réaliser que cette santé et ce bien-être, parce que je préfère le mot bien-être à cette discours autour des RPS. On se retrouve aujourd'hui avec des collaborateurs qui vieillissent. Je trouve que l'enjeu pour les dirigeants, et à commencer par eux-mêmes, c'est de se mettre en mouvement. Hein, et moi le premier, hein, Denis, on est bien au courant, il me met en mouvement depuis presque 2 ans. Il m'a fait réaliser l'importance de se mettre soi-même en mouvement. Et donc je pense que ça, c'est un dernier enjeu. Et sur tous ces leviers, sur tous ces enjeux, je pense que le sport a des réponses. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, Charles-Henri, parce qu'on a là 6 postures qui parle complètement au sport et à l'entreprise. Hein. Valeur versus réputation, décloisonnement, respect, retrouver le temps pertinent, c'est bien ça. Hein. Coopération, santé, bien-être. OK. En même temps, les collaborateurs des entreprises et les gens en général, tous les jours, ils n'en peuvent plus. C'est la crise en plus. C'est bien ce qu'il disait tout à l'heure Tony. Hein. Ici... on pourrait bien vivre et puis on dit que tout va mal. Hein. Comment on conjugue avec ça, ou plus précisément par rapport à notre thème, dans un contexte, allez, je vais dire de morosité pour faire simple, comment on peut avoir l'ambition d'innover managérialement sur ces principes-là? Attends, ce que disait François Chérec tout à l'heure, il parlait de Vigéo, de la notation sociale. Je pense que quand nos dirigeants auront pris conscience que la performance de l'entreprise, c'est pas seulement la performance pour l'actionnaire, et pour le client, je mets aussi le client dedans, parce que nous, les clients, on est de plus en plus exigeants. C'est aussi ça le problème. Quand on aura pris du recul, nous, en tant que clients, et les actionnaires, sur le fait que la performance de l'entreprise, c'est une performance beaucoup plus globale, on aura peut-être mis l'accent sur le fait que, par exemple, le capital humain, qui est une variable très compliquée à mesurer, on le dit depuis des années. C'est vrai que moi qui travaille depuis près de 30 ans sur ce champ, eh bien, on a un vrai enjeu, c'est de montrer qu'il y a un retour sur l'investissement. Or, les investissements sur le sport et le bien-être, je dirais, ce qu'on essaie de montrer, c'est véritablement que quand on met au mouvement des salariés, et quand on entend Françoise qui nous dit que 42% des Européens ne bougent pas, ne font absolument pas le sport, c'est très inquiétant, avec des populations dans nos entreprises qui vieillissent. Donc je pense que les dirigeants se rendant compte que ça va avoir de plus en plus un impact sur la performance. Et c'est moi qui ai mis le tweet, là, le truc sur SAS. Je ne sais pas si vous avez vu un moment passer SAS Institute. Mais SAS, c'est un cas intéressant. Ça fait 37 ans qu'ils font du sport. Bien avant Google, ils ont été le modèle de Google. Et quand vous interrogez les dirigeants de SAS, ils disent que leur programme de leadership inclut à peu près 1/3 d'activités sportives. J'ai jamais vu ça dans d'autres entreprises. On parle beaucoup de leadership, mais en réalité, ça veut dire quoi? Cette entreprise, elle considère que mettre en mouvement les gens a un retour sur investissement et ça se traduit par des résultats exceptionnels. Alors, les 6 points, là, les 6 entrants que tu as rapidement décrits, est-ce qu'on peut considérer que c'est une grille pour
pour développer, piloter mon management? Ça peut être des éléments. Encore une fois, j'ai pas du tout la prétention d'avoir dit que c'était les enjeux, tous les enjeux. Mais je pense que cette question des valeurs, cette question de l'organisation, cette question de la reconnaissance ou du respect, je préfère le mot respect, cette connaissance, tu vois ce que je veux dire, les éléments et le temps, par exemple, l'enjeu du temps, ça me paraît être des leviers sur lesquels n'importe quelle entreprise peut agir pour peu qu'elle se rende compte que sa performance, elle n'est pas uniquement financière. As-tu l'impression, c'est une question là que je viens de voir à l'écran, que l'entreprise et le monde sportif se parlent correctement pour aller dans... J'ai vu un des tweets disant qu'ils ne se parlaient pas. Je pense qu'ils ne se parlent pas encore, mais je trouve que les initiatives, et c'est ce qui m'avait fasciné avec ce que proposait Denis et mon implication déjà l'année dernière, c'est de montrer qu'on devrait plus se parler. Et Lionel a parfaitement raison. HSC, si je regarde le programme de sport HSC, c'est le jeudi après-midi. Quand on a le temps. C'est-à-dire que tout le reste, le plus important, c'est la stratégie et la finance. Je ne sais pas si vous voyez où je place quand même mes préférences. Donc je trouve qu'on a de belles installations sportives, on n'a pas encore de piscine, mais on a un super terrain de basket. Je ne sais pas si tu le connais, sur Jouy. Donc ça, tu pourras venir, il n'y a aucun problème. Mais la question, c'est véritablement, je pense qu'on doit mettre dans la tête de nos dirigeants, à commencer les dirigeants de nos écoles, que la pratique de l'activité sportive est un enjeu clé. Et d'ailleurs, je veux dire, si nos dirigeants ne sont pas dans ce truc-là, c'est parce qu'on ne les a pas formés au départ. À propos du terrain de basket, question aussi que je vois à l'écran, la grande difficulté pour pratiquer le sport et aussi l'ouverture des infrastructures sportives. Ça, c'est important. Bon, alors, merci pour ce cadrage et c'est presque une méthode là qui vient de nous proposer. Moi, j'ai noté les 6 points, ils sont intéressants. On va voir maintenant sur le terrain, dans une grosse structure, BPCE, dans la PME, surtout quand elle est en réseau, 8 établissements, je crois, 5 établissements. On va voir comment tout ça peut se déployer et vous allez nous raconter les uns et les autres vos pratiques de management innovant. Alors, avec Maryse, sur BPCE, on va... c'est intéressant que vous nous cadriez rapidement, la stratégie de l'entreprise, parce que c'est à partir de cette stratégie qu'on l'illustre avec que le sport. Vous calez et vous faites évoluer votre management, voire vous organisez des retournements. Là, tu dis la conclusion. Là. Alors, cette stratégie en 2 mots, ça va où une banque comme la vôtre? Alors, nous sommes un grand groupe coopératif de banques et d'assureurs. C'est à peu près 115 000 personnes et c'est 36 millions de clients. Des actionnaires, c'est pas des actionnaires, c'est des sociétaires. On a plus de 8 millions de sociétaires qui détiennent le capital de nos 19 banques populaires, de nos 17 caisses d'épargne, du Crédit Coop, beaucoup de filiales, la Palatine, je ne vais pas toutes les citer puisque tu veux aller directement à la stratégie. Alors notre stratégie, dans le cadre de notre plan stratégique 2014-2017 de transformation et de développement du groupe, c'est véritablement, ça s'articule autour de 4 priorités, le digital, l'épargne, l'assurance et l'internationalisation. Et le digital, c'est vraiment un choix stratégique de BPCE, mais tout en conservant ces agences de proximité. Ça, c'est fondamental. On conserve nos agences de proximité tout en développant le lien et le digital avec nos clients. C'est-à-dire que c'est tout simple, c'est basique, c'est qu'on veut être là où le client est. Là où le client est sur sa tablette, là où le client est sur son iPhone, là où le client est dans l'agence, etc. Parce qu'on sait que l'évolution sociologique, sociétale conduit à des transformations considérables et nous avons toujours considéré à BPCE que l'évolution technologique va de pair avec l'évolution organisationnelle. La digitalisation, comme le disait Charles-Henri, en fait, conduit à une transformation sociale vraiment profonde et à une remise en cause fondamentale des pratiques de management. Dans ces organisations comme les nôtres, surtout structurées comme la nôtre, et très traditionnelles. On existe depuis plus de 200 ans. Et je dirais une chose vraiment fondamentale, le savoir relié dans tous les sens du terme est le phénomène de la digitalisation, du digital en règle générale. Et alors demain, l'enjeu majeur sera vraiment de savoir relier
les hommes entre eux par le management, mais de savoir relier la stratégie aux besoins de l'entreprise, mais aux besoins de ses clients, de savoir relier les clients, les collaborateurs à l'entreprise, de savoir relier la stratégie aux évolutions du travail et de savoir relier les acteurs internes et externes pour co-construire ensemble. Alors écoutez bien là, ça c'est important parce que voilà une boîte qui transforme complètement son modèle parce que sa relation avec ses clients est complètement transformée. On sait aujourd'hui qu'environ 8 transactions sur 10 avec sa banque, elle se fait sur son PDA ou en dehors de l'agence. Et donc, à partir du positionnement stratégique que vous décidez, nous avons défini, on change complètement du groupe pas défini, oui. Et on met le paquet par définition sur la qualité, c'est ce que vous venez de dire, relié, voilà. La qualité de relation. C'est pas avec simple, les clients. c'est pas fait parce qu'on est dans une entreprise très cloisonnée, comme le disait tout à l'heure Muriel. Ouais. Mais c'est notre ambition d'ici 2017. C'est notre ambition. Donc, de fait, changement de stratégie, changement de posture, changement de relation avec les clients et changement de management. Et changement de management. Enfin, on ne vire pas les managers. Non, non. Changement de la mission managériale. Oui, en fait, il y a 10 ans, quelque part, être manager nécessitait 70% de compétences techniques, 30% de compétences managériales. Aujourd'hui, c'est à peu près 50-50, mais ça va s'inverser. Et véritablement, il faut manager et apprendre à nos organisations à manager autrement, avec plus de coopération, plus de collaboration, plus d'innovation managériale. Et en fait, ce que l'on souhaite mettre en place, quelque part, c'est des managers coach. Manager coach. Voilà. Et c'est là qu'arrive le sport. C'est là qu'arrive le sport. Bien que dans l'entreprise, on a aussi développé des programmes de transformation managériale et de formation importants, puisque rien que on va devoir former 80 000 collaborateurs en 4 ans pour avoir 100% de nos entreprises totalement digitales et aussi digitale, de proximité mais digitale. Et on a une université dédiée qui va être dédiée à l'ouverture à l'extérieur, dédiée au digital et dédiée au management, justement au management pour les manager autrement. Vos managers deviennent des coachs et là vous avez lancé une démarche intéressante que vous nous décrivez rapidement. Bonne pratique appliquée si ça vous intéresse. Oui, je pense que c'est... D'abord, il faut tout le mérite est à la direction de la communication corporate group qui a initié ce projet, qui a développé ce projet et qui a installé ce projet lors du lancement et à l'occasion de l'ouverture des Jeux Olympiques de Sochi en février 2014. C'est un dispositif véritablement de communication très innovant qui s'appelle Votre Coach by BPCE. C'est quoi? Alors, il propose, c'est un site complètement public dédié à tous les entrepreneurs, tous les publics, tous les particuliers qui souhaitent s'intéresser et à qui on propose de partager, de mettre ça au service du plus grand nombre, des interviews. Alors, par exemple, nous avons eu des interviews de Claude Onesta, de Stéphane Boudiot, pas encore de Tony Parker, mais bientôt, j'espère, de Laurent Travers et prochainement, pour faire un clin d'œil à M. Blanchard-Dignac, nous aurons des interviews, un interview de Marc Madiot. Donc c'est un site où vous pouvez retrouver des interviews, des conseils, Sentez-vous sport, bien sûr, parce qu'on est très investi dans le mouvement, des histoires, des témoignages, des actualités de coach qui démontrent à quel point les méthodes du coaching et du sport de haut niveau peuvent se transposer à celle de l'entreprise, dans le management et dans la vie quotidienne. Et surtout pour nous, en fait, et par analogie, je dirais que l'univers de l'entraîneur du sportif rejoint totalement l'univers du banquier. Parce que véritablement, le banquier s'engage aussi à trouver la meilleure solution, à donner le meilleur conseil pour des projets ambitieux qu'il a pour ses clients. C'est ça qui est intéressant. C'est la transposition. Notel ne vous le dira pas, mais 100 000 visites sur ce site. Si, je vais vous le dire tout de suite, sinon... Non, mais ce qui est intéressant, c'est que on va se nourrir. Alors,
les collaborateurs, l'interne, l'externe, les clients. On va se nourrir pour comprendre cette posture de coach à décliner dans l'entreprise. 2 mots pour terminer, parce qu'il y a un groupe de travail qui accompagne tout ça. Oui, on travaille sur l'évolution du management. C'est pas le dispositif est installé, et je voudrais donner quand même quelques chiffres parce que c'est remarquable. Le site Votre Coach, depuis sa création entre février à ce jour, a enregistré quand même 145 000 visites, 800 000 pages lues, et la page Facebook en fait compte déjà plus de 21 600 fans, si je me suis pas trompée, mais j'ai la direction de la com qui est dans la... Voilà une belle... Sylvie, sinon, un beau cas pratique. Beau cas pratique à partir d'un changement de posture stratégique de l'entreprise. On se pose la question de comment on entraîne tout le monde là-dedans. Et là, le sport a été un véhicule pour accélérer. Et c'est intéressant. C'est une induction. Une induction. Très bien. Et en plus, en l'écoutant, Charles-Henri, je regardais tes 6 mots. Elle est dedans, complètement. Complètement. Oui, prends le micro. Ce que fait la BPCE, c'est pas parce que Maryse est à côté de moi, mais franchement, il y a cette banque, il y en a d'autres aussi qui font aussi des efforts. Je ne veux pas les nommer, mais c'est vrai que cette question du savoir relié, alors ce qui est drôle, c'est que le savoir relié, c'est une de mes collègues d'HEC qui a fait la marque déposée, parce que son thème sur le leadership, c'est le savoir relié. C'est intéressant. Donc vous avez repris en fait un des thèmes de ma collègue. C'est très vrai, parce que je pense que la question, c'est la relation et la coopération. Ouais, clair. Alors on va aller dans la PME maintenant avec Jérôme Introvigne. 2 mots pour expliquer ce que produit Poult. Des biscuits, plein de biscuits. 800 Français à peu près qui travaillent dans 5 usines réparties sur le territoire et qui produisent beaucoup de biscuits, à peu près 20% du marché français. Alors vous allez voir qu'eux sont allés très loin et c'est pas fini dans l'autonomie à donner aux équipes. J'aimerais que tu leur racontes la belle histoire de Radouane sur le site de Montauban, je crois. Je vais commencer à expliquer pourquoi je suis venu en fait. je suis la PME de service. Il en faut une en général sur les tables rondes et c'est nous en ce moment parce qu'effectivement on a reçu quelques trophées et qu'on a poussé les curseurs assez loin dans l'innovation managériale. En fait je suis venu pour Tony parce qu'il y a Radouane qui bosse dans une usine à Montauban qui depuis 2 mois me harcèle pour que je lui trouve un contact au PSG pour faire des biscuits avec le symbole du PSG dessus, le logo, tout ça. Et je lui ai dit non, j'y arriverai jamais. Je vais aller voir Tony, je vais profiter, je vais lui vendre ça à Lasvel. Enfin, c'est vachement plus simple. C'est la même forme, il y a juste à changer un tout petit peu le logo, enfin on va trouver un truc. Et Radouane, c'est un vrai ouvrier qui bosse dans une vraie usine, sauf qu'aujourd'hui, il a le droit de créer des nouveaux produits. Il travaille avec le stade à Toulouse, le fameux, donc plutôt avec une autre forme de ballon. Et puis, effectivement, il est en train de développer des produits comme ça pour d'autres clients. C'est-à-dire que c'est un ouvrier qui bosse directement avec des clients, qui bosse avec des fournisseurs, sans avoir demandé l'autorisation à sa ligne hiérarchique. Il faut dire que ces lignes hiérarchiques ont pas mal disparu ces dernières années. Puisque depuis 2006, on a réorganisé très sérieusement l'entreprise, on a supprimé pas mal de niveaux hiérarchiques, il n'y a plus de comité de direction. Dans une entreprise qui fait 200 millions d'euros, donc c'est dommage que M. Medef soit parti, je vais un peu lui expliquer comment ça marchait. Et effectivement, on a permis comme ça à l'entreprise de se libérer, d'aller chercher de la croissance rentable tout en développant du bien-être. Vous avez appliqué, je demande juste à la régie si on peut avoir un peu de son, parce qu'en fait on s'entend pas nous, on s'entend pas entre nous. Vous entendez bien, mais nous c'est compliqué. Et un peu de froid. Hein? Froid? Et un peu d'air. Ah oui, t'as de la clim au-dessus de toi là. Ouais. Et puis pour ceux qui ont plus beaucoup de cheveux. Alors, ce que vous mettez en place, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure de Christophe. Préparer l'équipe, rendre son autonomie pour aller à la performance. Alors, concrètement, quelles décisions vous avez prises? Parce que de l'audace, là-dedans, il y en a. Écoutez. Très concrètement, en fait, on a constaté qu'en 2006-2007, face à une problématique, une problématique économique pour l'entreprise, de performance économique, que l'ensemble des grosses entreprises parlaient d'innovation, parlaient d'engagement des salariés, parlaient de solidarité, de collaboration. Enfin, on vient d'entendre ça depuis 2 heures, 3. Et puis que personne ne faisait rien. Ou quasiment rien. Enfin, c'est-à-dire qu'on s'appliquait dans la posture, dans le comportement, dans la sympathie, dans le geste, dans la représentation, et pas dans le dur, pas dans l'organisation, pas dans la remise en cause des vieux systèmes. Les entreprises qu'on gère aujourd'hui en France, elles sont gérées avec des outils qui ont été inventés d'un point de vue managérial, tu me confirmeras, il y a plus d'un an, il y a plus d'un siècle. Il y a plus d'un siècle, ça a été inventé par des mecs qui sont nés dans les années 50, mais 1850.
Et curieusement, ils n'avaient pas d'ordinateur portable, ils n'avaient pas de téléphone portable, ils n'étaient pas organisés en réseau, etc. Nous, on a plutôt utilisé les valeurs du sport, les valeurs du numérique, du digital, elles sont vachement proches en plus, c'est très intéressant, pour réinventer un système décentralisé, déhiérarchisé, t'en parlais tout à l'heure, qui permet de l'agilité, qui permet la reconnaissance a priori des salariés, et qui permet la performance, qui permet de distribuer l'innovation qui est tellement nécessaire et qui permet la performance. Donc on a cassé les silos fonctionnels. Vous savez, c'est ce truc bizarre où les avants jouent avec les avants, les arrières avec les arrières, les milieux avec les milieux. Et puis ils ont un chef qu'ils engueulent tous les lundis matins autour de la table du comité de direction pour savoir quelle équipe va grossir. Le chef des avants, il voudrait qu'il n'y ait que des avants dans l'équipe, le chef des arrières, que des arrières dans l'équipe. Enfin, c'est un truc bizarre. Et c'est comme ça que ça marche, en fait. Et donc, on s'est dit, on va plutôt changer ce système-là, on va enlever le comité de direction, ça va simplifier beaucoup les choses, et du coup, ça va casser les silos fonctionnels. Et on a réorganisé j'allais dire l'équipe, l'entreprise en réseau d'équipes autonomes qui sont capables de prendre des décisions, capables de gérer un business, une activité, un périmètre, un territoire. Ça marche. Ça marche, on a fait plus 13 de chiffre d'affaires l'année dernière sur un marché à moins 2. Alors qu'on est leader dans le marché, ça fonctionne. Et puis, on n'a plus de turnover. On parlait d'absentéisme en début de cette journée. On peut réduire de 30% l'absentéisme. Avec le sport, on peut le réduire de 60% en faisant de l'innovation managériale et en déhiérarchisant. Donc, c'est qu'il se passe un truc. C'est évalué. C'est qu'il se passe un truc. Bon, ça peut tenir longtemps, là, une organisation comme ça, en réseau, plus de codires descendants. En tout cas, ça marche tant que ça gagne. On est en train de remplir des étagères de trophées. Là aussi, on retrouve les valeurs du sport. C'est pas complètement par hasard, c'est-à-dire qu'on va chercher la reconnaissance de nos pairs. Et si on accepte de venir ici parler, c'est un vrai investissement pour l'entreprise. Il faut être conscient qu'une PME qui envoie un cadre comme moi pour une journée à Paris pour discuter, alors qu'on habite à Toulouse, que c'est un petit peu galère avec nos amis d'Air France pour venir jusque-là, c'est un vrai investissement pour l'entreprise. On parle de réputation, on parlait de réputation tout à l'heure, et nous on considère que c'est fondamental, et que demain les entreprises bosseront avec des entreprises sympas et pas avec des entreprises qu'on déteste, et que les clients achèteront les produits des entreprises sympas, toujours pareil, et que les meilleurs promoteurs de l'entreprise sont les propres salariés de cette entreprise, ces entreprises-là. Donc ça fonctionne tant qu'on gagne. Je ne sais pas si ça fonctionne quand on perd, très sincèrement. Alors qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui pour continuer à fonctionner dans les moments de baisse de régime? On a supprimé parce qu'il y en aura. Il y aura forcément des baisses de régime. Cette année, c'est un petit peu plus compliqué. On a changé d'actionnaire, ça mouvemente un petit peu les choses. Mais qu'est-ce qu'on prépare? Toujours pareil, toujours sur la notion de valeur, de la transparence, du parler vrai, de l'être vrai, du être vrai. J'ai adoré le vent de fraîcheur. Je vous avais pas senti un vent de fraîcheur, Tony Parker, là, tout à l'heure? Ça a fait un bien fou. Il a parlé avec ses mots, naturellement. Il a et c'est pas fini. Et j'espère bien que c'est pas fini. Et puis, on se fixe des challenges. En 2010, on s'est dit, on sera l'entreprise la plus innovante au monde. Bon, pourquoi pas? Enfin, ça ne veut rien dire. Personne n'est capable de le mesurer, de toute façon. Mais au moins, on s'est fixé un challenge. Moi, mon challenge du jour, c'est repartir avec un selfie de Tony, donc je ne partirai pas sans à Toulouse, je te préviens, même si je dois t'empêcher de sortir. Mais typiquement, on prépare le challenge de demain, et effectivement, on est en train de travailler sur l'entreprise du futur, on est engagé dans plein de programmes comme ça, sur l'usine du futur. On a créé un incubateur interne pour porter des nouveaux projets, des nouvelles activités au sein même de l'entreprise, c'est-à-dire que demain, le biscuit ne sera plus le produit de l'entreprise. On travaille avec des startups, on a un programme de partenariat avec des startups assez génial. Tout ce genre de choses que disent les grands et qui ne font pas. Jean-Pierre Dolly, il a écrit un bouquin qui s'appelle L'accordeur de talent. Il démontre dans ce bouquin que le manager doit d'abord être un accordeur de talent. Ça parle au coach, ça évidemment. Alors, de ce que vous avez entendu, là, on a de belles approches, de belles expériences. Je recherche là, Maryse, parce qu'il y a une question qui vous concernait sur la mesure. Je vais la retrouver, je vais la donner. Jean-Pierre, on a deux beaux exemples. Vous travaillez avec des tas de boîtes, vous regardez un peu tout ce qui se passe. Est-ce que vous voyez réellement progresser ces pratiques managériales? Est-ce qu'on met l'innovation au cœur de ces pratiques managériales? Bien sûr, de plus en plus. Je vais peut-être contredire un peu Tony tout à l'heure, mais je le nomme quand même accordeur de talent parce que dans mon bouquin, je dis qu'il faut appliquer la règle des 3 H. Alors il y a plein de règles, les 3 C, les consultants aiment bien ça. Humanisme, humilité et humour.
tu nous as fait la preuve tout à l'heure que tu as les trois, indéniablement, par le discours de la mi-temps aussi. Alors pourquoi ce bouquin et pourquoi je travaille beaucoup là-dessus? Parce qu'en fait, ras-le-bol de l'individualisme et de l'égoïsme, ras-le-bol des pessimistes qui nous entraînent dans un trou sans fin. La France, les entreprises en France ont des ressources énormes, et notamment par le sport. Je vais vous donner 4 ou 5 exemples. Et qui plus est, dans cette période de crise, où les gens se replient sur eux-mêmes, on est dans la dictature du court terme, la dictature de la finance, la dictature des produits inutilisables 6 mois après leur sortie. Et en face, il y a des hommes et des femmes, et le rythme des hommes et des femmes ne va pas au même rythme que les affaires ou la finance. Il faut autant de temps, voire plus, pour recruter et sélectionner, pour former à des compétences nouvelles, transversales, des compétences de coopération, des compétences d'interaction, de relations entre les gens. Et là, il y a de la ressource très, très, très importante. Je vais vous donner 4 ou 5 exemples que j'ai vécus de près. Alors je pars à l'école déjà. Avant, il y avait beaucoup je l'ai été, pensionnaires et demi-pensionnaires. Ouais. Ben voilà, on faisait du sport le jeudi après-midi, Assu, Uxelles. On faisait des tournois interclasses entre midi et 2. J'ai pas l'impression qu'avec mes enfants ou demain mes petits-enfants, ça existe encore beaucoup. C'est bien dommage, ça coûte rien de faire des tournois interclasses. Ensuite, j'étais dans une grande entreprise automobile. Bien avant le Black Blamber de 98, l'usine avait 35 000 personnes ici à Paris, sur l'île Seguin. Il y avait 98% de travailleurs immigrés, 98% de l'encadrement qui étaient français, qui avaient fait la guerre d'Algérie, voire d'Indochine. Eh bien, on a créé, avec l'aide du CE, je disais tout à l'heure que pourquoi les CE s'en occupent pas. Avec l'aide du CE, on a créé des tournois interateliers, interusines, au niveau national, ensuite au niveau international, et pas seulement dans les sports dits populaires, comme le foot. Oui, il y avait le foot, mais il y avait tous les sports collectifs, et il y avait même la démocratisation du ski. C'est-à-dire qu'on allait, par des bus le vendredi soir, faire du ski avec des ouvriers, des agents de maîtrise, des cadres. Alors bien évidemment, comme c'était géré par le CE, on trouvait l'humanité plus que l'équipe dans les locaux, mais peu importe, on s'en foutait, on faisait du ski, on était là pour faire du sport ensemble. Un autre exemple, j'étais DRH dans une boîte et on a récupéré une filiale, il y avait un terrain de tennis à côté de la filiale. Tous les dirigeants voulaient la vendre, voulaient vendre le terrain de tennis. J'ai dit halte là, par le CE, on a fait organiser un tournoi de tennis que j'ai gagné, et je vous avoue que c'est un peu jouissif de se faire remettre une coupe par le délégué CGT de sa boîte après avoir gagné un tournoi de tennis. Grand seigneur, j'ai gardé la coupe, j'ai laissé la boîte de 4 balles. Et alors ensuite, j'ai été dans une entreprise, je vais la citer parce que le nom est dedans, Danone World Cup. Alors voilà, j'ai fait 20 ans là-dedans, dans cette boîte, et parfois le marketing nous sortait, quand j'étais au commercial, des produits. Un jour, il nous sort 4 produits. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a un témoin dans la salle. On a organisé sur un terrain, les 100 vendeurs ont fait des relais 4x100 avec les produits. Alors, à la fois du vrai sport, avec un coach, un des futurs directeurs techniques nationaux d'athlétisme d'ailleurs, et puis des trucs un peu ludiques, avec des plateaux, voilà, peut se passer les plateaux des fruits, etc. Et puis enfin, dernier exemple, j'étais ici, à Charletti, il y a 4 ans, avec un grand groupe de la santé, assurance, retraite, 6500 personnes dans Charletti, qui ont découvert sur la tribune d'en face le nouveau nom et le nouveau logo de la société issue d'une fusion entre 2 groupes. Et là, il y a une cohérence, parce que j'ai réussi à accompagner le dirigeant dans un club de sport pour en refaire lui-même, parce qu'il se trouvait un peu en surcharge pondérale. Ensuite, je l'ai convaincu par lien, parce que ça aussi c'est important, lien avec la stratégie de l'entreprise. Il faut arrêter les entreprises qui se servent du sport comme danseuses ou comme alibi. Il faut qu'il y ait une cohérence avec la stratégie. Et la cohérence avec la stratégie, là, c'est d'investir dans le handisport. Et donc, depuis 5 ans, cette entreprise investit lourdement dans l'handisport, a embauché 3 athlètes de haut niveau handisport, dont certains ont gagné des médailles, à Pékin, à Londres, etc. Des salles qui servaient à rien dans les sous-sols ont été transformées en salles de sport, qui ne désemplissent pas, matin, midi et soir. Les filles ont organisé entre elles, elles font tous les ans depuis 5 ans la Parisienne. Et puis il y a un club de supporters qui vont
par concours, par mérite, etc., aux Jeux Olympiques d'été et d'hiver. Voilà des exemples que j'essaye de reproduire maintenant dans mon activité de conseil, et ça marche. Ça marche parce que, comme l'a dit François Chéré-Choix tout à l'heure, il y a des choses dans l'entreprise qui ne sont pas politiques et donc qui ne sont pas polémiques. La qualité en a été un pendant longtemps, la sécurité en a été un pendant longtemps. Sauf que la France, qui est beaucoup moins industrielle qu'il y a quelques années, qui est devenue une France de services, il n'y a plus autant d'accidents du travail qu'il y avait dans l'industrie, dans les mines, dans la métallurgie, etc. Il y a ce qu'on appelle des troubles psychosociaux. Une prévention aux troubles psychosociaux comme une prévention aux anciens accidents du travail par le sport, c'est une vertu formidable qui se fait de plus en plus, qui donne des résultats, et notamment des résultats quantitatifs, parce qu'on ne convainc pas un patron par le sport, on le convainc par ce qu'apporte le sport. Alors, vous nous confirmez effectivement que cette nouvelle réalité des salariés, les risques psychosociaux, la santé qui est au cœur de la stratégie des entreprises impose aussi une réponse sportive. Merci beaucoup. Christophe, c'est quoi vos trucs? Parce que ça passe, alors il n'y a pas que ça, hein, mais ça passe aussi par des trucs, le management innovant. Oui, des alors trucs, vos trucs à vous là. Des trucs, je ne sais pas si on peut dire ça, si on avait la solution, je crois qu'on ferait des médailles tous les ans, ce qui n'est pas le cas. On gagnerait tout, ce qui n'est pas le cas non plus. Par contre, moi, ce que j'ai essayé de faire dans mon équipe, c'est de déterminer qui étaient les personnes qui pourraient être mon relais. Qui pourraient être mon relais, pardon. Votre relais. Voilà. Et bien souvent dans le sport, on a tendance à prendre le leader sportif. Le meilleur de l'équipe, c'est le leader. Ça marche des fois. Je pense que Tony l'a montré sur les images qu'on a vues en début de journée. Mais des fois, c'est pas le cas. Et pour moi, dans mon équipe, c'était pas le cas. Et je pense que trop longtemps, je me suis appuyé sur quelqu'un qui est un leader sportif, mais qui n'a pas... qui n'est pas le meilleur performeur. Voilà, qui n'a pas les qualités pour remettre des fois les choses à leur place. Et ça s'est passé typiquement la veille du relais, où un des 4 relieurs a dit ouais, on peut aussi faire une belle course et faire 5/6e. Et là, j'allais répondre. Et c'est justement l'athlète qui a pris la parole, qui a dit, et il utilisait des mots bien plus crus que ce qu'a utilisé Tony tout à l'heure, en leur disant non, 5/6e, ça sert à rien, on est au jeu. C'est où on fait un podium, où on est 15e, mais on n'est pas là pour faire 5/6e. Et je pense que si moi je l'avais dit, ça n'aurait pas percuté de la même façon. Comme si je pense que Vincent Collet avait eu les mêmes mots qu'a eu Tony à la mi-temps, ça n'aurait pas eu le même effet sur les autres joueurs. Ouais, mais vous avez fait un boulot pour lui permettre d'exprimer ça. Et vous avez en tout cas, je l'ai mis dans une position où il était obligé quelque part de prendre ce rôle. Parce que je l'avais annoncé, parce que j'ai, par des moyens indirects, parce que je pense que nous les coachs, il faut qu'on joue aussi avec ça. Tous les athlètes regardent les réseaux sociaux, tout le monde regarde les interviews de tout le monde. Et j'ai essayé de faire en tout cas de passer des messages pour lui dans ce sens-là. D'accord. Une question ouverte à tous. Là, on parle de pratique managériale innovante. Le sport, vous l'avez bien démontré, le permet. C'est quoi le champ des possibles? On peut aller jusqu'où? Le coup d'après chez vous, à BPCE, chez Poult Je viens de finir le bouquin de Gilles Babinet, qui est tech champion pour la Commission européenne sur le digital, et ancien président du Conseil national du numérique, qui prévoit la fin du monde du travail et du management pour une 20aine d'années. La fin des organisations comme on les connaît actuellement. Gilles Babinet, excusez-moi parce qu'on n'entend vraiment pas. Ouais. Il prévoit la fin du travail, il annonce la fin du travail tel qu'on la connaît, puisqu'effectivement le numérique devrait amener une telle productivité des services, qui représente 70% du PIB en France, qu'on va arriver à des situations où il n'y aura plus besoin de beaucoup travailler, ou quasiment pas travailler. Ça pose beaucoup de questions. En fait, jusqu'où on va effectivement en termes d'innovation managériale, qu'on a ça en tête, en termes de vision. Et puis deuxième élément, il y a 45 millions de freelance à peu près aux États-Unis actuellement. Ils en attendent 60 millions en 2020. Après-demain, là, en 2020, 60 millions. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers un monde du travail qui va être basé sur une structure de freelance part-time, des gens qui travaillent dans une structure individuelle, en temps partagé pour plusieurs entreprises ou pour plusieurs projets. Voilà le coup d'après. Ça, c'est une piste intéressante. D'autres? Oui, vas-y. Vas-y. D'où la nécessité de les relier entre eux régulièrement, parce qu'il y aura une déperdition, et pour eux-mêmes, et pour leur vie sociale et collective. Il n'y a de joie que collective maintenant. Regardez ce qui s'est passé, vous avez montré les images de Tony. Qu'est-ce qui s'est passé récemment?
l'équipe de France féminine de 4x400, la fille était 4e, tous les commentateurs disaient c'est pas possible, on n'aura même pas de médaille, et elle gagne. Le 4x100 qui a des médailles depuis très longtemps face aux meilleurs athlètes et sprinteurs américains ou jamaïcains. Le sport collectif, les volleyeurs, les basketteurs, etc. Dans l'entreprise, c'est pareil. Je travaille avec un chef d'orchestre pour être dans un autre domaine qui tourne dans les entreprises pour comparer le management dans un orchestre et le sport. C'est pareil, il y a plein de passerelles, et toutes ces passerelles, la cuisine, etc., et également les animaux, les végétaux, on a à apprendre de la coopération, il en parlait tout à l'heure, de la solidarité. Il y a beaucoup plus d'effets bénéfiques par le groupe, l'équipe, le collectif, la solidarité, etc., que les individus seuls, ou la somme même des individus. C'est prouvé depuis longtemps. Il faut le mettre en pratique. Ah, vous êtes en train d'affirmer comme postulat que le collectif va s'imposer. Babinel écrit dans son bouquin. Avec les limites, il faut relire Tard, Lebon et compagnie sur les limites de la foule. Ou des excès, voilà, mais bon, ou les limites qu'on connaît dans le sport. Mais quand même. Le champ des possibles, cher Henri. Non, j'allais rebondir, mais il m'a pris le micro avant, il était avant. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement c'est le vivre ensemble qui est critique. Moi, je vois toute cette logique managériale, là, ces 20 dernières années, focalisée sur l'individu. Il y a même eu un bouquin publié il y a 2 ou 3 ans par Harvard, The Workforce of One, le collectif pas de 1. J'ai oublié la traduction. Workforce of One, ça fait clair. Eh bien, moi, ce qui me frappe, c'est que cette individualisation a poussé à des comportements dans les entreprises qui sont... alors, les managers sont aussi impactés parce qu'il y a plein d'injonctions paradoxales. Moi, je trouve que ce que tu viens de dire, Jérôme, sur le fait qu'effectivement, on a de plus en plus des individus qui sont en dehors du champ de l'entreprise, qui ne sont pas en dehors des frontières. C'est vrai qu'on ne sait plus qui est dedans, qui est à l'extérieur. Mais le vrai enjeu, c'est, je pense, que par des événements collectifs, et là, j'insiste sur cette dimension de vivre ensemble, du savoir relié que tu évoques, c'est un enjeu clé. Donc on va mettre des gens ensemble. D'ailleurs, la meilleure illustration, c'est que des gens qui avaient été externalisés, qui travaillaient chez eux, et ça c'est des expériences qui datent de pas mal d'années, on retrouve la nécessité de se retrouver soit sur des terrains de sport, soit à McDo, mais c'est dans tous les sens, ils sont ensemble quelque part. Alors, derrière vous, vous ne les voyez pas, mais vous allez bientôt les voir. Il y a des tas de bonnes questions là. On entre dans la dernière demi-heure de notre rencontre. Donc, on va passer à ces questions et également les questions de la salle. Et Tony va nous rejoindre. Je ne sais pas si on sait afficher une question que j'ai mis en favori là. Attention, le sport de haut niveau, c'est 95% de préparation et 5% de performance. L'entreprise, c'est l'inverse. Commentaire. Je te laisse. Vas-y, répète. C'est là derrière. 95% de préparation, 5%. Le sport. Ouais, l'entreprise, il y a encore une dizaine d'années, on faisait des plans à 3 ans. J'ai même connu des entreprises qui faisaient des plans à 5 ans. On ne peut plus faire de prévisions à 3 ans. On fait des budgets, n'est-ce pas ? On les révise, alors selon les activités, trimestriellement, mensuellement, hebdomadairement, journellement, en fonction des résultats. Donc qu'est-ce qu'on fait? Des hypothèses, des prévisions, des prospectives, des scénarios, mais on ne peut plus inscrire dans le marbre des prévisions. On est obligé d'avoir ce que les sportifs connaissent bien, un jeu de jambes. On est obligé de faire l'hypothèse A, B, C, et encore le temps que l'hypothèse B arrive après la A, on est passé à A'. Voilà, tout change tellement rapidement qu'il faut appliquer, encore une fois, malheureusement, peut-être, mais c'est comme ça, au monde de l'entreprise, le monde du sport. Et donc, oui, les entreprises préparent. Je ne sais pas, c'est à Tony qu'il faut demander s'il passe 95% de son temps, mais les entreprises, je pense, passent beaucoup plus que 95% de leur temps à la préparation. Vous avez d'autres micros devant vous là. Juste un mot là-dessus, mais moi je dirais 95% de tentatives, donc d'échecs, mais 2 tentatives d'essais, et donc d'apprentissage, et 5% de réussite et 5% de performance. Enfin, c'est ce vers quoi on tend, puisqu'on ne peut pas prévoir l'avenir.
On essaye, on multiplie les expériences, on prototype, on va très très vite sur le business, on va très très vite essayer des choses, mais aussi des organisations d'équipe, des façons de fonctionner, enfin toutes ces approches-là. Et puis dans 5% des cas, ça marche. D'accord. Je m'adresse aussi à celles et ceux qui nous écoutent depuis le début de l'après-midi un peu partout en France et aussi dans les dom-toms. Continuez à envoyer des questions, bien évidemment. Vous avez un commentaire là, sur cette question-là? Je voudrais juste faire un commentaire complémentaire. En fait, la différenciation est une vraie priorité stratégique et on peut véritablement l'obtenir de différentes manières. Nous, on a choisi à BPCE véritablement pour générer de la croissance, de travailler au-delà de la qualité de service, de travailler la qualité de la relation, d'aller vers l'excellence relationnelle, parce que c'est ce qui va véritablement nous différencier. Alors c'est vrai qu'on peut pas forcément prévoir des plans exacts en termes de résultats, mais surtout on peut donner des axes et du sens à une vision stratégique qui est portée par un dirigeant, portée par ses dirigeants, et de faire en sorte que tout le monde aille dans ce sens et dans cette prise de conscience. Et là, il va falloir devenir hyper imaginatif, hyper innovant. Ben oui. Il n'y a plus que jamais. Là. Juste pour poursuivre ce que tu disais Jérôme et Jean-Pierre, c'est moi je pense que 95% de préparation, ça existe aussi dans l'entreprise. Si on apprend aux gens à être un peu résilients, à bouger, à savoir être agile, là il y a un mot-clé qu'on a dans nos beaux bouquins là, qui sortent aujourd'hui sur le management, c'est le mot agilité. Je pense que les gens ne sont pas assez agiles. Donc si c'est de la préparation à l'agilité, moi ça ne me gêne pas, parce qu'on peut après être efficace pendant 5%. Bien sûr. Il n'y a pas de contradiction. Vous pouvez mettre les autres questions qu'on a sélectionnées, s'il vous plaît, à l'écran. Il y en a plein. Elles vont arriver en gros, là, les favoris. Entre-temps, si tu permets, comme les États-Unis ont été cités, j'ai travaillé en Amérique du Sud et en Espagne. Il y a deux mots de traduction de mots français très importants. Accordeur, ça se traduit affinador en espagnol. Et voilà l'affinité pour aboutir à des résultats en équipe. Et un deuxième mot pour assurer les quelques personnes qui ont quelques cheveux blancs comme moi dans la salle. La retraite en espagnol se traduit par jubilación. Oui. La jubilation. Bien sûr. C'est merveilleux. Il y a plein d'espoir, non seulement dans l'entreprise, mais même après l'entreprise. Que ceux qui jubilent lèvent le doigt. Les associations d'anciens se réunissent autour du sport. Ouais. Écoutez, je vais vous lire les questions là. À quand une fédération professionnelle des entreprises liées aux événements sportifs? Il y a un truc à structurer là. Vous êtes inspiré par ça, non? Ah oui, la question pour vous. Est-ce que vous mesurez l'impact d'une politique sportive managériale sur vos collaborateurs? Par exemple, sur le stress, sur les troubles musculaires, et si oui, par quels moyens et quels outils vous utilisez? Alors nous, on l'a inscrit dans notre politique sociale, puisque dans le cadre de l'accord qualité de vie au travail, on incite nos collaborateurs à pratiquer une pratique sportive. Et par ailleurs, surtout, alors c'est difficile de mesurer les impacts, je pense que ça c'est mon credo, mon souhait d'aller vers des études très fines, mais je crois que ce qui est important, c'est de générer le mouvement, de pousser les esprits vers ces états de fait et notamment de faire en sorte que l'entreprise soit un vecteur et un relais de communication sur le sujet. Plus elle a d'initiatives dans ce sens-là, plus quelque part on va capitaliser et pouvoir mesurer des résultats. Nous, on est très investis, on a une politique sport incroyable. La Caisse d'épargne est partenaire du basket, du hand, etc. On est partenaire du CNOSF, la Voile est partenaire des BP. On a initialisé ce mouvement et véritablement on travaille aussi beaucoup, bien sûr avec Denis sur Santé ou Sport et tout ce développement, mais parce qu'on est intimement convaincu que ça aura des répercussions. Alors quant à les mesurer, je pense qu'il est un peu trop tôt. Ouais, mais c'est un objectif. Mais je crois que c'est un objectif dans le cadre de toutes les politiques RH et de développement social que l'on peut développer. C'est véritablement, en tout cas sur le stress et sur l'absentéisme, c'est véritablement un enjeu capital. Réduire ce phénomène, c'est autant d'argent gagné pour l'entreprise. Quelqu'un dit je développe des projets sport-entreprise, j'ai beaucoup de mal à trouver une écoute réelle du mouvement sportif pour développer mes projets. Comment faire? Sentez-vous sport. Sentez-vous sport. Oui, Jérôme,
Non, je ne peux pas aider. D'accord. On continue. Sport en entreprise et productivité, c'est un débat tentant, malheureusement, alors que le sport apporte tant d'autres bénéfices individuels et collectifs. Bon, comment on conjugue l'un et l'autre? Ouais, Charles-Henri, vas-y. Ce que je disais tout à l'heure, tout le problème, c'est un problème de qu'est-ce que c'est la performance de l'entreprise. Je veux dire, c'est une vraie question. Or, quand on aura limité la performance à des variables, je dirais, très classiques, que ce soit financière, création pour l'actionnaire, etc., on va pas arriver à démontrer. C'est vrai que c'est compliqué de démontrer l'impact sur la performance globale. Ceci étant, on a, tu le disais, des effets sur l'absentéisme, des effets sur le turnover, des effets sur l'attraction. La réputation dont on parlait tout à l'heure, c'est quand même fondamental. Ce matin, et puis les autres entreprises que nous avons vues avec nos amis marocains, nous disent tous qu'elles ont des problèmes d'attraction de talent. Le problème, c'est dans les pays surtout émergents. Si vous développez une image, entre guillemets, positive par une autre pratique, vous arrivez en fait à attirer et peut-être à retenir, parce que c'est ça qui est le plus compliqué en Chine, d'avoir à retenir. C'est-à-dire, il y a des moyens, mais sauf que les dirigeants sont encore focalisés, et c'est nous qui les formons. Alors c'est pour ça que c'est juste un peu problématique. On n'a pas encore ouvert la performance. Alors quelqu'un dit bravo à Tony, il a été liké d'ailleurs, qui inspire les chefs d'entreprise pour que le collaborateur soit bien dans leur basket. Vous nous rejoignez? Vous revenez là? Vous revenez et vous revenez pour... Ouais, voilà. Non, tout à l'heure, j'ai conclu la première partie avec votre parole de grand homme sur l'audace. L'audace, comment on... Parce que vous êtes un meneur d'hommes, aussi un chef d'entreprise, en soi, c'était dit tout à l'heure. Comment vous l'animez? Comment vous la pratiquez? Comment vous la managez? L'audace, la prise de risque. Je sais pas comment l'expliquer par rapport à mon équipe. J'essaie d'expliquer ma vision et j'essaie de leur montrer voilà, ma passion par rapport à l'Asvel ou l'équipe de France ou aux Spurs. Essayer de trouver les mots justes pour fédérer tout le monde, pour qu'on atteigne tous l'objectif qui a été fixé. Après, c'est tes paroles et il faut que ce soit vrai, il faut que ça vienne du cœur. Mais le moment qu'on a vu tout à l'heure, il était très fort là. Parce que ça faisait 10 ans qu'on perd contre l'Espagne, donc j'en avais marre. J'en avais marre, donc c'est sorti tout seul. C'est sorti tout seul? C'était tout seul, ouais. En plus, vous parlez d'insultes, mais ils ont bipé plein de trucs quand même. Ils ont enlevé quand j'étais fâché. Ah oui, les insultes. Parce que 3 minutes avant de parler à l'équipe... C'était la version soft, ça. Ouais, 3 minutes avant de parler à l'équipe, vous ne saviez pas ce que vous alliez dire. En fait... On est à moins 14 à la mi-temps, ouais. et là ça boue, voilà, exactement. Et je sais pas, c'est sorti tout seul. Quand je suis rentré dans le vestiaire, c'est sorti tout seul. Et c'est pas pour manquer de respect à Vincent Collet ou Boris, mais en tant que leader de l'équipe, j'avais l'impression que voilà, tout le travail qu'on a fait toutes ces années et on n'arrivait pas à jouer notre basket, j'ai l'impression qu'on avait peur. Et pour moi, c'était horrible de perdre comme ça, quoi. Et donc voilà, c'est sorti tout seul. Et je pense que quand tu fais un speech qui vient du cœur, et bah tes coéquipiers réagissent direct. Moi, combien de fois mon coach il est venu me voir, Vincent Collet, et il m'a dit il faut que tu parles parce que si moi je parle, de toute façon ça n'aura pas le même effet. Plein de fois, mon coach il m'a dit ça, donc indirectement il me passe un message. Et donc après, je vais aller parler à mes coéquipiers. Pour revenir à ce que vous avez dit, monsieur, pour justement faire jouer toute une équipe, je pense que c'est important aussi aux leaders de s'effacer des fois. C'est pour ça que moi j'ai dit ça, parce que quand moi je joue avec l'équipe, des fois ils me regardent en fait. Ils me regardent tous et ils jouent pas en fait. Et ils me disent bon Tony, vas-y, il le fera, de toute façon il n'y a pas de problème. Alors que tu peux pas gagner tout seul. C'est impossible de gagner tout seul. Et moi j'ai eu la chance à 17 ans d'avoir un grand coach qui est Pierre Vincent, mon coach maintenant à l'Asvel, parce que moi quand j'étais petit, j'ai l'impression que je pouvais tout faire tout seul. J'avais comme exemple Michael Jordan qui était mon idole, mais même lui il pouvait pas tout faire tout seul, et tu as tendance à vouloir tout le temps sauver tout le monde en fait, mais tu peux pas. Et il faut que après c'est à toi de savoir quelle qualité chaque coéquipier peut amener pour l'équipe et de mettre tout le monde ensemble pour qu'on atteigne l'objectif, parce que on peut pas gagner un titre, voilà.
Parmi tout. Exactement. Et donc je pense que c'est pareil dans les entreprises. Moi, ma première réunion avec mes employés, donc je suis arrivé, j'ai ramené mes casquettes de champion des sports et j'ai dit bon voilà, ça c'est l'objectif, c'est la vision. Mais après, chaque personne, je les ai rencontrés individuellement pendant 15-20 minutes pour écouter, ok, c'est quoi vos problèmes, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer, parce que j'ai bien aimé, il y avait une phrase qui était marquée, le chef de l'entreprise, il n'est pas au-dessus de tous ses employés, et c'est vrai, il faut se mettre au niveau de tout le monde parce que chaque personne peut amener quelque chose pour atteindre l'objectif. Dans les mots que vous avez entendus de la méthode Charles-Henri, valeur, décloisonnement, respect, retrouver le temps pertinent, coopération, bien-être, lequel vous parle le mieux? Bien-être. Ouais. Bien-être, bah oui, parce que dans les entreprises, pourquoi on parle de sport? C'est si tu fais du sport, bah après tu seras en forme, tu auras envie d'aller de l'avant, tu seras positif, tu auras envie de donner le meilleur de toi-même. Mais si tous les jours ton patron il te gueule dessus et il te met en dessous, après bon, bah, il faut bien que tu ailles te défouler. Hein. Donc si tu fais un peu de boxe, pas sur le patron. Tu mets la tête de ton patron, tu tapes comme ça, et bah voilà, c'est après tu vas quand même travailler. J'exagère, mais je pense que le sport ça peut aider pour l'ambiance en fait de l'entreprise, pour que tout le monde soit motivé. Bah ouais, et puis ça crée aussi de la sérénité, de la bonne relation. Bah tiens, vous 5 là, allez-y, posez-lui des questions. On va changer de boulot. Jérôme? J'adore. Je suis à côté de mon idole. Pose une question. Je mets tout prêt. Non, j'adore parce que le discours, il est super rafraîchissant. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Tony, il est dans l'équipe. Enfin, c'est ça, la leçon de management du jour, c'est qu'il est dans l'équipe. Il n'est pas au-dessus en train de leur dire, les gars, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Tu es dedans, tu leur parles, parce que tu es dedans et tu sais où tu vas, tu sais, ça doit sortir, mais tu es dedans, tu fais partie de l'équipe. Aujourd'hui, dans les grandes entreprises, le leader, il est au-dessus. Il n'est pas dans l'équipe, il est au-dessus, il regarde jouer. Non, mais c'est très important ce que tu dis, parce que quand tu as un leader, et c'est important. Moi, j'ai pas voulu être capitaine de l'équipe de France. Moi, le coach, il voulait me donner le capitaine, j'ai dit non. J'ai dit, c'est mieux que tu mettes quelqu'un d'autre, comme ça, il y a quelqu'un d'autre qui parle, et on se partage les responsabilités. Parce que comme ça, lui aussi, il a de l'importance. Et après, quand, par exemple, Nicolas Batum, il est arrivé, important de le mettre dans la lumière, comme ça, on parle de tout le monde, et on parle pas que de moi, ou par cœur dépendance, ou les trucs comme ça, quand je venais d'arriver. Parce que moi, j'aimais pas ça. Parce que j'aimais pas qu'on me mette au-dessus comme ça. Parce que on est une équipe, c'est un sport collectif, c'est pas un sport individuel, et donc c'était important. Donc moi j'ai toujours fait des efforts pour me rabaisser, me mettre au même niveau des autres, aller dans les chambres des autres, arriver le premier jour, parce que tu as beaucoup de joueurs, l'équipe de France ça commence le 20 et t'en as, ils arrivent 3 semaines après. Moi j'ai toujours essayé d'arriver le premier jour et faire comme tout le monde, et il n'y a pas de différence parce que tu es la star, bah, tu as des petits privilèges on va dire, et donc pour moi c'était important pour moi, et le fait de faire ça, bah après, quand tu parles, tout le monde va te suivre. Parce qu'il se dit, si Tony il le fait, si Tony il s'entraîne à 100%, bah nous, on est obligé de s'entraîner aussi. Donc après, ça aide le coach aussi. Parce que le coach, après, il n'y a pas de différence. Et mon coach aux États-Unis, Popovich, il gueule même plus sur nous, les stars, entre guillemets, moi, Duncan, Ginobili, que les autres. Parce que comme ça, après, les autres, ils n'ont pas le choix. Hein. Jean-Henri, question? Oui, Tony, ce que tu nous as dit tout à l'heure, moi j'appelle ça le leadership authentique. C'est-à-dire qu'en fait tu parles vrai, quoi. D'ailleurs, ce qui était frappant, la première table ronde, il y a eu plusieurs commentaires qui disaient, Tony, tiens, en voilà un qui parle vrai. Est-ce que c'est comme ça? J'ai pas dit que les autres ne parlaient pas vrai, hein, mais tu avais un style. Est-ce que dans l'entreprise, ce que tu dis sur l'entreprise, pas seulement le chef au milieu de ses équipes, mais le fait de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit, c'est très important. En clair, l'exemplarité. Je sais pas si c'est parler vrai, mais moi j'aime bien aller droit au but. Oui, on l'a vu. Je suis quelqu'un qui n'est pas très patient, et j'aime faire avancer les choses. Moi quand j'étais petit, j'avais 9 ans, je rêvais de NBA, je regardais les matchs à 3h du matin, et tout le monde me disait, oh, tu n'y arriveras jamais, tu es trop petit, tu es trop maigre, tu as la grosse tête de dire que tu vas jouer en NBA. Et après, quand j'ai réussi en NBA, on disait, oh, il a un gros mental, c'est pour ça qu'il a réussi. Donc il faut changer un peu, il faut aller de l'avant. Et c'est vrai que moi, par rapport à mes employés, c'est clair que moi je vais droit au but. Je ne vais pas tourner autour du pot. Si je veux quelque chose, je leur dis, mais moi je suis beaucoup dans la communication. Et si tu parles à n'importe qui travaille avec moi, moi j'ai la même équipe, je suis quelqu'un qui est fidèle, et je garde les mêmes personnes autour de moi, les personnes de confiance, parce que pour réussir, il faut que tu sois bien entouré, et il faut que tu sois capable de déléguer. Tu peux pas tout faire. Il faut que tu fasses confiance à ton équipe. Et après, s'ils font des petites erreurs, c'est à toi aussi de comprendre et de les rendre meilleurs et de les mettre dans des situations meilleures. J'ai un parfait exemple. Il y a mon ami d'enfance, on a grandi ensemble, et il me dit
dit je veux faire des camps de basket. Il était connu pour faire la fête, courir après les filles et tout ça. Et donc, quand on est arrivé, première conférence de presse, et il parle, les gens qui étaient en face, qui le connaissaient, ils le voyaient toujours comme le gars qui fait la fête, qui court après les filles, mais lui, il voulait changer cette image. Et le fait que moi, je le regarde sérieusement, et que j'étais concentré, et que je rigolais pas, et que j'étais focus, et ben, petit à petit, les gens, ils arrêtaient de rigoler, et ils disaient, bon, il écoute, bon, vas-y, on écoute. Et après, lui, ça lui a donné de l'assurance. Donc après la conférence, il vient me voir, il me fait franchement, Tipeee, merci d'avoir pas rigolé, et parce que j'avais peur de faire le speech, mais en te voyant me respecter, et ben ça m'a donné de la confiance, et après il a fait son speech. Et au jour d'aujourd'hui, c'est mon président délégué à Lasvel, et il est parti de rien du tout, quoi. Ouais. La notion de confiance. Alors Maryse et après Jean-Pierre. Oui, juste une question au-delà de votre leadership authentique, mais surtout relationnel. Moi, je vois que c'est un leadership vraiment relationnel. Vous savez fédérer autour de vous toutes les énergies, dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qui génère pour vous une vraie performance? Les autres ingrédients? C'est-à-dire par rapport à quoi? Pour atteindre une performance. Pour atteindre une performance. Est-ce que c'est juste... Pour atteindre une performance, je pense qu'il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, et il faut que tu acceptes les différentes personnalités. Nous, en équipe de France, on a Joachim Noah, donc il est très très différent de la plupart des gens, mais il est génial, c'est un gars unique, mais il faut le comprendre. Après, on a les gars des Dom-Tom, aussi ils sont différents. Après, tu as les gens de la France profonde, ils sont différents, mais... c'est où la France profonde? Tout le monde, non, j'exagère, mais tout le monde a une personnalité. Et il faut que dans un sport d'équipe, il faut que tout le monde en accepte la personnalité de tout le monde et qu'on aille tous dans le même sens. Et pour moi, un résultat sportif, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Sinon, si tout le monde fait son propre truc, parce que le gros problème dans le sport, c'est les égos de tout le monde, bien sûr. Tout le monde veut être performant, tout le monde veut marquer des points, ou au foot, tout le monde veut marquer le but. Et ben, au basket, tout le monde ne peut pas marquer les points, donc il faut définir les rôles de chacun et que on les valorise. Même ceux qui font le sale boulot. Nous, notre exemple dans notre équipe de France de basket, c'est Florent Pietrus. Il fait le sale boulot. Donc moi, à chaque fois que je fais un speech, je mets toujours en valeur Florent Pietrus. Parce que moi, j'aimerais pas faire son job. Mais on a besoin de lui, tu vois. Il fait son job merveilleusement. Mais oui, c'est clair que c'est pas lui qui sera dans les journaux et tout ça. C'est pas lui la star. Mais nous, en tant que leader, on le valorise toujours. Parce qu'il faut valoriser tout le monde. Jean-Pierre? Tony, après la victoire l'an prochain j'aime bien comment vous parlez, j'aime bien comment vous parlez. après la victoire aux Jeux dans 2 ans, après 5 titres avec Lasvel, dans 10 ans, tu fais quoi? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est vrai que moi, j'essaie toujours de... Oui, j'ai vu là. Quelqu'un vous a déjà désigné comme président du comité olympique. Ce serait cool et dynamique. J'ai jamais vraiment réfléchi à ça. J'essaie toujours de jamais me reposer sur mes lauriers. Parce que les journalistes, ils me demandent souvent ça, cette question ah, t'as tout gagné, pourquoi tu continues à jouer? Parce que moi, je veux marquer l'histoire de mon sport. Et je pense que le jour où je prendrai plus de plaisir à jouer au basket, ou que je commence à me reposer sur mes lauriers, il faudrait que je prenne ma retraite. Mais ça, c'est dans 2 ans. Mais je parle dans 10 ans. 10 ans. Ouais, 10 ans, c'est un peu loin. 10 ans, c'est un peu loin. Ouais. Il t'a lancé une perche. S'il veut monter une entreprise, il peut faire non pas le NBA, mais le MBA. MBA, pas le NBA. Faire un MBA, pourquoi pas. Dans la salle, il nous reste 8 minutes. Des questions sur ce sujet, à Tony. Alors là-bas, je vois des... Voilà. On peut allumer la salle, s'il vous plaît? Oui, allô. Oui, Robert Jean-Jean, je représente une fédération sportive, une petite fédération, c'est la Boule Lyonnaise. Ce que je trouve dans le discours, on est tous d'accord sur les vertus du sport dans l'entreprise, blablabla, tout ça, c'est bien. Je peux prendre ce langage un peu décomplexé. Ce qui manque, c'est la relation entre les fédérations et l'entreprise. Je pense qu'une entreprise, un patron d'entreprise tout seul aura du mal à convaincre finalement ses collaborateurs de la vertu du sport. Par contre, si on vient finalement en complément du patron et qu'ensemble on travaille, on a toutes les chances finalement de convaincre le collaborateur. Et je trouve que ce point de passerelle entre les fédés et l'entreprise, c'est jamais bien traité. Ça fait 2 ans que je cours après, moi, des... Sentez-vous sport. Oui, sentez-vous sport. Voilà. Vous avez des réponses? Ouais.
Bah oui, c'est l'objet de la démarche, et une démarche en cours. Alors la démarche Sentez-vous Sport, donc ça fait 1 an et demi à peu près que je travaille avec le CNOSF. J'ai envoyé des tas de lettres finalement aux entreprises, 0 réponse. Peut-être que je suis de Villeurbanne, peut-être pour ça qu'il est jeune, quoi. Ben, merci. Alors, il y avait quelqu'un là-bas? Oui. Bonjour, Grégory Delpouille, LB Synergie. En fait, dans le milieu de l'entreprise, comment sensibiliser les chefs d'entreprise, comment communiquer auprès des chefs d'entreprise sur le sport dans l'entreprise? C'est un réel problème, je pense. Là, vous voyez, la salle était pleine tout à l'heure, mais il y a encore des milliers de chefs d'entreprise. Quand on sait que 80% des entreprises sont en plus des TPE, quel message, évidemment, vous allez me répondre par votre biais, évidemment, par Sentez-vous Sport, mais nous, votre coach by BPCE aussi. Voilà, effectivement, mais sur un territoire en plus provincial, comment sensibiliser ces chefs d'entreprise? C'est sur le terrain que ça se joue. Denis? Je veux simplement dire que toutes les entreprises n'ont pas les moyens de permettre à leurs salariés de pratiquer sur le lieu de l'entreprise. Elles n'ont pas à la fois les effectifs pour se permettre d'avoir une rentabilité. Par contre, inciter, et je vais le dire dans ma conclusion, tous les collaborateurs à aller dans un club qui est près de chez eux, c'est pas tellement compliqué. Faire du sport, c'est la même chose que l'école. Moi, je dis tout le temps, l'école doit s'ouvrir sur la société. L'entreprise, elle peut aussi s'ouvrir sur le monde sportif, et le monde sportif doit lui-même comprendre qu'il doit accueillir les pratiquants qui veulent venir. Moi, je retiens une chose, hein. Dans tout ce qui a été dit, si on met au cœur de tous les projets la notion de plaisir, on pourra avancer. Sans le plaisir qui fait monter les hommes et les femmes aux arbres, on ne pourra pas s'en sortir. Donc le sport, c'est d'abord du plaisir. Si on prend conscience de ça, on fera des miracles. Je suis optimiste, moi, sur le fait qu'on peut y arriver. Par contre, le prof de physique que je suis, il s'est toujours trompé sur l'inertie. Donc je pense que ça mettra un peu plus de temps que ce qu'il faut parce que le pays il est inerte, ça c'est sûr. Maryse a sorti de son glossaire des meilleures citations, 1 ou 2 citations qui illustrent ce que tu viens de dire. Une citation que j'aime beaucoup, qui caractérise Pour réussir ensemble et qui est de Henry Ford, donc c'est pas de maintenant. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. La vraie réussite d'une équipe, comme dit Alain Prost, c'est d'assurer la compétitivité dans la pérennité. Et je crois que c'est tout le mouvement qui a été installé par Denis avec Sentez-vous Sport, de se réunir ensemble pour travailler ensemble, de dépasser les cloisons internes et externes des entreprises et du monde sportif, justement pour se réunir ensemble et pour proposer des solutions innovantes. Mais moi, je préfère la dernière. Hein. Ah oui, mais ça, c'est... Ah, vas-y, elle est marrante. C'est une citation de Lendl. J'ai pas mes lunettes, alors je vais écrire trop petit. Ça va aller plus loin. Manager seulement par le profit. Pour le profit. Pour le profit revient à jouer au tennis en regardant le tableau des résultats plutôt que la balle. Monsieur. Oui, Patrice Lassalbaré, je suis le président de la commission sport santé entreprise du MEDEF Gironde et je voudrais rebondir sur les 2 interventions qui ont été faites, particulièrement dans le cadre de solutions. Il est bien clair, et le président Massiglia l'a dit, que ce n'est pas parce qu'on décide de faire quelque chose qu'en claquant des doigts, le résultat est immédiatement présent. Et tous les chefs d'entreprise qui sont ici dans cette salle, voire même les dirigeants sportifs, savent très bien que les choses, malheureusement, ne vont jamais assez vite. Par contre, très concrètement, vous avez complètement raison de parler de la sensibilisation des chefs d'entreprise. Et je crois qu'il y a 2 types de grandes entreprises aujourd'hui dans Sentez-vous Sport. Il y a des entreprises très structurées qui ont les outils qui permettent quelque part de déployer des actions avec les instances représentatives du personnel et de créer une vraie dynamique d'entreprise autour de certains moyens. Et il y a également, à côté de ça, tous les TPE, toutes les PME qui ont, on va dire, moins de 100 salariés,
et qui sont véritablement notre cible, parce qu'en fait, c'est quand même ceux qui aujourd'hui, en France, créent de l'emploi et sont des réels employeurs. Donc à ce niveau-là, il est clair que des groupements d'entreprises, et il y en a de plus en plus, moi je vois en Gironde, chaque secteur de la Gironde a aujourd'hui son association d'entrepreneurs, hein, tous les réseaux, et le MEDEF en fait bien sûr partie, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est associé à la démarche de Santé vous Sport au niveau des PME-PMI, et à côté de ça, donc très concrètement, nous en Gironde, on a décidé de mener 2 actions principales. La première, c'est d'impliquer d'abord les sportifs de haut niveau. 10 secondes. Je fais vite. Les sportifs de haut niveau qui font des formations, notamment commerciales, pour aller rencontrer les entreprises. Et il est certain que ce n'est pas parce qu'on envoie un courrier ou un mail à un chef d'entreprise qu'on va avoir immédiatement une réponse. Donc ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, on le garde. Alors, franchement, parce qu'il me reste 2 minutes. Merci, monsieur. Et j'ai une dernière question à poser à Tony avant 6 heures. Sacré truc quand même que Santé vous Sport, hein, parce que finalement, ça porte, et on sent que c'est une démarche au long cours, hein, l'histoire démarre, ça porte tout ce qui a été expliqué cet après-midi. Repensons aux réalités exprimées par Françoise en début de rencontre. 1 sur 2 ne pratique pas aujourd'hui. On a prouvé cet après-midi que l'entreprise pouvait certainement être un intermédiaire pour faciliter l'accès au sport, mais à condition quand même, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de marches à franchir et de murs à faire tomber. Quel serait le meilleur truc qu'on pourrait faire là pour accélérer l'entrée du sport réel et pour de bonnes raisons dans l'entreprise? Et je parle aussi aux chefs d'entreprise que vous êtes. Un truc génial à faire tous ensemble là. Non, c'est une très bonne question. Je viens de réfléchir sur celle-là. Qu'est-ce que vous leur conseillez à... Non, déjà, je pense que j'inviterai déjà tous les chefs d'entreprise à venir à cet événement, déjà, et faire faire plus d'événements pour échanger et se rendre compte et leur prouver que le sport peut apporter une entreprise. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de conseils, je pense qu'il faut en parler et après le démontrer. En parler d'abord, communiquer et agir. Et ils l'ont bien expliqué aussi cet après-midi, ouais, c'est clair. Bon, mille merci. Merci. Hein. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Il est 18h. Denis. Et on l'applaudit parce qu'il a... Et Denis va nous en dire 2 mots certainement, mais il a un événement important qui l'attend. Merci beaucoup, Tony. On va vous demander, même si les échanges au cours du colloque sont terminés, un petit peu de patience parce qu'on a encore des choses pour terminer. Je vais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure à propos de la pratique en entreprise et vous allez comprendre le lien avec les 2 présentations qui vont suivre. Dans la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui peut favoriser la pratique des collaborateurs et le fait qu'ils aillent justement dans un club à côté de chez eux. De la même manière qu'il existe des chèques restaurants et des chèques vacances, il y a des coupons sport. Les coupons sport, ils sont développés par la NCV. Et puis, comme tout partenariat qui se respecte dans l'objectif d'être gagnant-gagnant, nous, on a envie qu'il y ait de plus en plus de coupons sport. La NCV a envie qu'il y ait de plus en plus de clubs qui accueillent les collaborateurs des entreprises qui pourront ainsi en profiter. D'où l'initiative de faire un partenariat commun qu'on va signer devant vous après que le directeur général de l'entreprise, M. Laval, ait pris la parole et présenté à la fois l'entreprise et aussi ceux qui l'a incité à rejoindre le CNOSF dans ce partenariat. Merci Monsieur le Président, merci de permettre à l'Agence nationale pour les chèques vacances de prendre la parole ce soir. L'Agence nationale pour les chèques vacances, c'est tout un programme. D'abord, c'est un établissement public. Ça a été créé il y a une trentaine d'années par un ministre, le ministre du Temps libre. Le ministre du Temps libre autour d'une belle idée,
Faire partir en vacances le plus grand nombre en s'adressant d'abord au public des salariés dans l'entreprise. Faire partir en vacances, alors c'est ce qu'il y a dans l'intitulé, mais en réalité, c'est également accéder aux loisirs. Et c'est ça les deux belles missions de l'agence, faire partir en vacances, accéder aux loisirs. Et c'est comme ça qu'il y a une quinzaine d'années, nous nous sommes lancés sur favoriser la pratique sportive du plus grand nombre. Et ça, c'est un programme qui est important, qui est mis en œuvre à travers le coupon sport, comme il a été dit, par l'établissement public que nous représentons. Alors, comment c'est mis en œuvre? De manière très simple. D'abord, nous n'avons aucune dotation de l'État. Nous sommes sur un programme public, une politique publique, mais qui est financée de manière totalement volontaire par les comités d'entreprise au sein des entreprises. Nous sommes financés à travers l'action sociale dont disposent les comités d'entreprise, et c'est eux qui vont favoriser l'accès aux vacances à travers le chèque vacances ou la pratique sportive à travers le coupon sport. C'est ça la force du modèle de l'établissement public qui est l'agence pour les chèques vacances. L'autre point que je voudrais souligner, nous sommes un établissement public, nous n'avons pas vocation à faire des profits et c'est pour ça que tous les excédents financiers qu'on peut faire sont réinjectés pour aider les plus démunis, les plus fragiles à accéder soit aux vacances, soit à la pratique sportive. C'est un point important à souligner. Alors sur ce partenariat, nous, on est extrêmement heureux que le président ait bien accepté qu'on puisse travailler ensemble pour favoriser la pratique sportive. Je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant parce que d'une part, nous avons le contact avec plus de 20 000 comités d'entreprise qui aujourd'hui s'engagent auprès de leurs salariés pour les aider en particulier sur le sport. Et puis de l'autre côté, comme l'a dit le président, il faut absolument que les fédérations sportives se mobilisent et acceptent le coupon sport pour que ces salariés puissent pratiquer ces activités. Voilà, donc je crois que c'est un modèle vertueux. Je voudrais finir simplement en disant qu'on a une vraie opportunité. Ça fait 30 ans que l'agence existe, ça fait 15 ans qu'on est sur le coupon sport. Aujourd'hui, on a 4 millions de bénéficiaires sur le chèque vacances. Il y a 2 ans, je vous aurais dit, on a 200 000 bénéficiaires du coupon sport. Mais c'est un vrai tournant. Alors un vrai tournant, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une attente sociétale de plus en plus forte. Et l'an dernier, c'est 400 000 bénéficiaires sur le coupon sport. Les entreprises ont accepté de doubler leur contribution. Tout ça, c'est quand même beaucoup d'investissements, c'est beaucoup d'argent qui sont consacrés sur ce dispositif. Et je crois qu'il est vraiment important que les fédérations sportives s'investissent là-dessus, le fassent savoir, que les clubs acceptent le coupon sport. C'est tout le travail qu'on a mené cet été avec des fédérations telles que le tennis de table, avec la boxe, avec le handball, avec d'autres fédérations. Et moi, j'aimerais vraiment que le plus grand nombre de fédérations suivent le mouvement. Et encore une fois, Monsieur le Président, je suis très fier d'être aujourd'hui, ce soir, parmi vous et de signer ce partenariat. Merci pour votre attention. Alors après l'outil coupon sport, il faut savoir s'il y a un club près de chez vous. Et pour ceux qui pratiquent, il faut aussi savoir si leur niveau de forme est suffisant, aussi qu'ils aient quelques conseils. Il faut ici qu'ils soient renseignés le plus possible. Et vous savez que les moyens modernes sont indispensables pour faire passer le message, pour relier les gens entre eux. Donc on a évidemment souhaité développer une application téléphonique. Brice Chambard, président de la société Obis, l'a non seulement développée, mais il l'a développée gratuitement. Merci à toi, Brice, de nous présenter l'application en question. Vous allez voir, c'est assez performant. Bonjour à tous. Je ne sais pas si oui, vous m'entendez. Alors, la dernière fois, j'avais utilisé un micro et c'est vrai qu'une application mobile sans les mains, c'est pas forcément évident. Donc, merci à la technique de m'avoir fourni un micro HF. Alors, vous allez voir en avant-première l'application mobile Sentez-vous Sport. Alors, là, vous voyez... alors, c'est pas l'application mobile, c'est mon fils. Mais par contre, dans sa tête... Vous voyez qu'il y a une petite icône
Et la petite icône, eh bien, c'est l'application Santé Vous Sport qui va être téléchargeable gratuitement sur les différentes plateformes Android et iOS dans les prochaines heures. Alors, une présentation rapide de cette application. Déjà, on rentre des informations liées à son profil. Ça, je dirais, c'est simple. Son poids, sa taille, son âge, et ça permet d'avoir quelques indications. À partir de ce moment-là, on a différents choix qui sont proposés. Déjà, on va pouvoir calculer son niveau de forme. Niveau de forme avec un calcul de son niveau de stress et puis un calcul des calories que l'on vient de dépenser. Par exemple, si je veux calculer mon niveau de stress, eh bien, j'ai une série de questions qui me sont posées. Par exemple, j'ai un conflit avec mon employeur, une fois dans les 2 ans, 2 fois. C'est Noël, une fois. J'ai un changement de loisir, j'ai un changement de situation. Bon, on va éviter la mort du conjoint, mort d'un proche non plus, on va déménager. Et ça me donne un résultat. Ben là, je vois que j'ai un score qui est 133. Eh bien, l'application va me dire, vous avez un stress modéré, il y a 30% de risque que votre santé soit altérée au cours de l'année. Si vous prenez soin d'intégrer dans votre vie des activités de détente, des exercices physiques modérés, tout devrait bien aller. Donc, en fonction de ce que l'on va renseigner, eh bien, on va pouvoir avoir des conseils personnalisés. Toujours dans son niveau de forme, on va avoir la possibilité de calculer les calories que l'on a consommées au cours de l'activité que l'on a fait. Pardon. Excusez-moi, c'est les joies du direct. Ensuite, toujours par rapport à... Pardon. Ça, c'est avec la 3G, c'est pas forcément évident. On va essayer de... Non, ça devrait aller. C'est les joies de... Voilà. Et là, j'ai même plus d'iPhone, donc c'est encore mieux. Alors, ça y est, c'est revenu. J'ai enlevé la 4G exprès en pensant que ça allait mieux passer, mais bon, passons. Donc, quoi qu'il en soit, cette application permet d'une part de faire un bilan, mais d'autre part va permettre de faire également des... Hop, je vais la scratcher, ça sera mieux. Il va également te permettre, donc comme le disait Denis tout à l'heure, de trouver des clubs de proximité. Ça charge. Donc on a 8 modules qui sont proposés. Le premier module, c'est pour faire un bilan santé. Le deuxième, c'est pour faire, avec des quiz nutritionnels, savoir un petit peu où on en est. On est vraiment dans cette logique de manger, bouger. On a également un lien vers l'ensemble des fédérations. Donc l'ensemble des fédérations sportives sont référencées sur cette application et sont géolocalisées. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on est capable de trouver la fédération qui correspond à ses attentes. En plus de tout ça, on a un lien avec la totalité des clubs que les fédérations nous ont transmis, donc en hyper proximité. Ça va arriver. Ouais, je peux me mettre en Wi-Fi, mais pourtant... non, c'est... Et enfin, on a accès à une série d'aides qui vont aider, parce qu'on a bien pris en compte les différents leviers et les freins financiers qui ont été évoqués. Donc on a entendu qu'il y avait des freins à la pratique, qui sont soit des freins organisationnels, soit des freins financiers. Et bien grâce à cette application mobile, l'utilisateur va pouvoir lever les freins, qu'ils soient d'ordre financier ou d'ordre organisationnel. Bon, j'espère que ça va... Pardon ? Alors, vous allez recevoir un mail, on a tous vos adresses mail, vous allez recevoir un mail quand ça va être téléchargeable sur les applications mobiles, encore une fois entièrement gratuitement. Il n'y aura pas de problème de Wi-Fi et ça fonctionnera. Et ça sera téléchargeable très rapidement. Voilà.
Il y a un autre point à prendre en compte, vous allez avoir la série d'événements et toutes les actualités qui sont référencées, et où que vous soyez en France, vous allez pouvoir accéder à ces informations. Veuillez vous connecter à Internet, donc voilà, effectivement, c'est un problème de connexion à Internet. Je vais me remettre... je vais essayer de passer en 4G. Il y a moins de signal et c'est dommage parce que assis ça passait, donc il y a un moment donné, je vais me remettre ici. Internet là. Est-ce qu'il y a des personnes? C'est bon? Donc vous avez en tout cas 8 modules. Un module qui est lié aux activités et aux événements. Vous avez également la possibilité pour l'utilisateur de cette application de recommander un lieu où il souhaiterait pratiquer. Donc on se met dans le cas où on a une entreprise qui a fait la promotion de cette application mobile et le salarié souhaite aller... voilà. Merci, monsieur de la technique. Parfait. Donc, je vous disais, il y a 8 modules. Mon niveau de forme, mes habitudes nutritionnelles. Vous avez par exemple ici un quiz nutrition. Donc, je vous précise que c'est un quiz qui a été fait avec le programme national Nutrition Santé avec le ministère. On vous pose une série de 9 questions. Et en fonction des réponses que vous allez donner, eh bien, on va vous dire, oui, effectivement, vous consommez bien de la viande en bonne quantité, vous consommez bien de la nourriture en bonne quantité, attention, vous mangez trop de féculents, attention, vous n'avez pas suffisamment de produits laitiers, etc., etc. Et ça va vous donner un profil nutritionnel. L'application vous permet également d'avoir accès à avoir un tableau nutritionnel, c'est-à-dire que quand vous êtes, par exemple, au restaurant ou chez vous, vous allez pouvoir calculer la prise de calories. Et ça va venir être intégré directement dans le tableau de bord que vous avez ici. Alors, vous avez une courbe du poids. Là, je l'ai rentré, j'étais à 77 kg hier et puis j'ai baissé, mais ça a repris un peu. On calcule bien entendu l'IMC et qui vous donne un petit peu, qui vous dit un petit peu où vous en êtes sur ce sujet-là. Les calories, votre niveau de stress, etc. Les fédérations sportives. Donc, l'ensemble des fédérations sont référencées. Si on prend par exemple la fédération au hasard, la fédération de basketball, allez. Eh bien, on va pouvoir de manière simple, soit aller sur le site de la fédération, donc avoir l'ensemble des actualités, soit sinon, eh bien, on va pouvoir également passer un coup de téléphone à la fédération ou bien l'avoir de manière géolocalisée, savoir combien de kilomètres il faut pour aller se rendre au siège de la fédération. Autre point que l'on peut mettre en avant, donc, on a bien entendu le club des partenaires Santé Vous Sport. D'une part, le club des partenaires, on va dire, institutionnels que vous connaissez. Et puis, vous avez également le club des entreprises. Le club des entreprises, c'est très important parce qu'eux ont accès également à un site Internet qui leur est dédié et qui va leur permettre d'avoir encore plus d'offres que le grand public. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire qu'à partir du moment où un chef d'entreprise prend la décision d'intégrer le programme Santé Vous Sport dans la dynamique de son entreprise, eh bien, il va offrir à ses salariés des offres exclusives d'hyper-proximité en nombre et qui vont l'aider. Ça lui permet également de communiquer. Par exemple, ici, on a Audelot France. Eh bien, Audelot est présent dans le club des partenaires avec un lien directement sur sa page d'actualité et sur tout commentaire que son président souhaiterait faire. On ne va pas consommer plus de batterie. Ensuite, toujours... On va mettre comme ça. Donc là, on a vu déjà, on a vu 5 fonctionnalités sur l'application mobile. Il nous en reste 3 à voir très rapidement. Donc, les actualités et les événements, donc où qu'on soit positionné en France, si par exemple on veut connaître les activités et les événements qui vont avoir lieu dans les prochains jours dans un endroit, il nous suffit de mentionner le département et ça va charger immédiatement les informations. Et vous avez ces informations qui sont également de manière géolocalisée.
J'espère que le Wi-Fi n'est pas tombé, ou en tout cas que... Vous avez également... Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette application? Je suis vraiment désolé parce que là, il y a un problème de réseau. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bien. Je vous invite en tout cas à la télécharger dès qu'elle sera sur les stores. Et puis, je vous remercie de votre attention. Alors, en une minute, pour conclure, juste un petit peu de calendrier. Sentez-vous Sport, c'est aussi les trophées sport et entreprise qui se dérouleront le 16 décembre 2014, en direct sur l'équipe 21. Ce qui veut dire que toutes celles et ceux qui ont des projets innovants pour marier le sport et l'entreprise et avoir ainsi une amélioration de la performance sociale et économique de l'entreprise peuvent candidater. Le jury recevra toutes les offres dans ce sens avant le 31 octobre 2014. Donc, ce n'est pas demain, mais ce n'est pas loin. Donc, pensez-y. Ça veut dire que Sentez-vous Sport vit tout au long de l'année, vivra aussi en particulier en 2015. Ça sera la première édition de l'année européenne, de la semaine européenne du sport. Elle est exactement calquée sur ce que l'on fait en France. Il y aura des journées consacrées à l'école, à l'université, à l'entreprise, au grand public, au club, au patrimoine sportif et peut-être à d'autres secteurs d'activité pour montrer que le sport est transversal, qu'il est indispensable à l'équilibre des sociétés modernes et qu'il faut aussi le relier aux grands événements sportifs. On a parlé tout à l'heure du championnat d'Europe de basket. En 2016, il y aura le championnat d'Europe des nations en football. Et bien l'année prochaine, on va essayer de célébrer Sentez-vous Sport à travers les grands stades qui vont servir à accueillir l'événement. Je pense que la déferlante est en marche et qu'elle sera amplifiée par l'aspect médiatique qui va lui être ainsi donné. Mais je crois que le plus important, c'est de se dire qu'à partir du moment où il y a un grand événement, il n'a d'intérêt que si son organisation n'est pas simplement la démonstration du savoir-faire, mais qu'elle sert aussi à indiquer un vrai projet sociétal. Vous suivrez donc la suite logique de ma pensée. Le plus grand des événements, il s'appelle Jeux Olympiques. Et si demain, on avait le bonheur de les avoir, je crois que la question qui était posée tout à l'heure de à quand on pourrait avoir une nation sportive pourrait être enfin résolue. Merci de votre attention. Et pour ceux qui sont dans le monde de l'entreprise et décideurs, vous pouvez adhérer au club d'entreprise Sentez-vous Sport, c'est même conseillé.